Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Cette prophétie de Napoléon, popularisée en 1973 par Alain Périphite, s'est plutôt réalisée au début des années 90. C'est vrai, si on fait l'analogie avec l'Afrique, l'Afrique n'est pas un pays. C'est une erreur que beaucoup d'Occidentaux commettent d'ailleurs des fois. Mais il demeure que souvent ce qui est dit de l'Afrique ne s'accomplit pas toujours. On se rappelle qu'en 2003, un ouvrage intitulé « Et si l'Afrique se réveillait » avait été publié. À sa réédition en 2016, eh bien, ce qui a été dit là-dedans demeure un peu lettre morte. En 2001, un autre ouvrage intitulé « Repenser le développement à partir de l'Afrique » a été publié. Il a été réédité en 2016. Beaucoup de choses qui ont été dites demeurent lettre morte. Pourquoi le développement cloche en Afrique? Nous pouvons rendre gloire à Dieu parce que là où nous sommes, s'il n'y a pas une pluie de bombes, pourtant dans beaucoup de pays d'Afrique, au moment où nous parlons, c'est encore la famine, c'est encore des guerres, c'est encore des tensions politiques. Et je suis évidemment très loin d'être exhaustif sur tous les maux qui accablent encore l'Afrique. Comment on fait pour en sortir? Eh bien, j'ai devant moi 3 ouvrages, mais j'ai surtout autour de moi 4 intelligences africaines. Je commence par celui sous la direction de qui cet ouvrage qui a connu, j'en ai parlé tout à l'heure, il a été réédité encore en 2016, 22 contributeurs africains. J'ai dit sous la direction de qui? Repenser le développement à partir de l'Afrique, publié à Afredite, africaine d'édition. Il a donc été publié sous la direction du professeur Jean-Emmanuel Pondy, que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Soyez le bienvenu, professeur. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Vous me direz peut-être tout à l'heure pourquoi le travail que vous abattez depuis je ne sais plus combien de temps maintenant, vous-même vous allez me fixer, pourquoi ça tarde à porter du fruit, quel est le problème? On en saura davantage. Un autre qui a d'ailleurs ces dernières semaines fait le buzz dans une télévision locale au Cameroun parce qu'il a dit très clairement que Jésus c'est un bluff, mais ce n'est pas l'objet de notre échange ici. Mais il le disait en rapport avec la problématique africaine. Il est lui-même auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui m'intéresse particulièrement, La théorie du droit en Afrique, concept, objet, méthode et portée. Il a beaucoup travaillé sur l'Afrique, il est notamment auteur des fondements de l'état de droit en Afrique précoloniale, esthétique de l'art africain, symbolique et complexité, la méthode de la philosophie africaine de la pensée complexe. C'est entre autres publications. Mbok Bok Basson, soyez le bienvenu sur le plateau. Merci beaucoup. Je suis content parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Et ça me fait plaisir qu'on se retrouve parce que dans les temps anciens, je pourrais dire il y a 25 années, nous étions constamment en train de parler de ce dont vous nous situez aujourd'hui. Ok. Ben, avec lui, ça promet donc les retrouvailles aussi. Tout à côté du professeur Jean-Emmanuel Pondy, le docteur Simo Diom, que je ne vous présente plus, chers téléspectateurs, il s'intéresse particulièrement à l'intelligence économique. Docteur Heureux, soit l'heureux, bienvenue sur le plateau. Merci, Cabral. La semaine passée, quand j'expliquais que l'ordre économique n'est pas prépondérant en Afrique, qu'il y a un équilibre entre l'ordre économique et l'ordre social, l'ordre culturel. Vous me faisiez remarquer que je pense comme Mbok Basson, donc je suis heureux d'être en face de lui aujourd'hui. Ok, encore une bonne retrouvaille. Et puis, un éditeur est représenté, ou plutôt une maison d'édition est représentée parmi nous, parce que c'est une maison d'édition qui travaille beaucoup pour l'Afrique. C'est une maison qui produit beaucoup d'ouvrages sur l'Afrique. C'est l'africaine d'édition Afredite. Il est avec nous, en tout cas, la maison d'édition est représentée sur ce plateau pour cet échange qui va porter sur le développement par Arthur Pango. Arthur. Carole, merci de m'avoir invité. Tu nous diras ce qui te motive. On présume que c'est parce que tu partages beaucoup de ce qui est dit que tu t'investis à la vulgarisation et à la popularisation de ces idées fondatrices ou refondatrices de l'Afrique. Voilà pour l'entrée. Eh bien, tout de suite, nous allons nous plonger dans le bain de cet échange. Mais nous allons partir d'abord de la perception que se font des Africains de la problématique du développement. Nous commençons par un vox pop et on se retrouve juste derrière.
Selon moi, le développement renvoie, si on essaie de prendre dans le cadre de la comparaison, disons on va prendre un pays comme les États-Unis, on va prendre un pays comme le Cameroun. Le développement, les États-Unis sont dits développés, d'abord le développement de leurs infrastructures, un taux de chômage qui n'est pas très élevé et tu peux dire les bidonvilles de chez eux sont un peu comme le Bastos de chez nous. Le Cameroun sera développé si et seulement si on n'aura plus un problème de courant et un problème d'eau dans notre cher et aimable pays. Et aussi quand on voit un peu le système éducatif, il faut du moins que le système s'améliore simplement. Pour moi, le développement renvoie à un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour l'émergence d'un pays. Je pense notamment peut-être aux conditions de travail. Si je prends même peut-être le domaine de la médecine, il n'y a pas assez d'infrastructures. On ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Ce qui fait que les patients se plaignent, la population se plaint, donc on ne sait pas. Il y a aussi le niveau d'études, les conditions d'études. En fait, le développement, c'est la création, en fait, la modernisation, en fait, la création des routes, ponts, barrages. Oui, c'est ça, en fait, le développement. C'est la création de plusieurs aménagements des villes, villages, création de barrages, en fait, construction en général. On va aller dans le développement ministériel, que les ministères puissent être rechangés, les ministres ne puissent pas être interchangés entre eux. Parce qu'à chaque fois qu'on a quand même, on va dire, un sang neuf, alors un développement peut suivre, les nouvelles idées peuvent arriver et ainsi grandir. Et il faudrait aussi ajouter que nous ne devons pas chercher à suivre l'exemple des Occidentaux, puisque eux, ils sont déjà arrivés à un niveau très élevé. Ce qui fait que si on se dit qu'on va faire une course avec eux, alors on ne pourra pas arriver, parce qu'ils sont déjà très avancés. Alors on peut prendre l'exemple de la Chine, qui a décidé de prendre sa responsabilité en main, les Chinois qui se sont levés d'une seule main et ont décidé de construire leur pays. Bon, la notion de développement, surtout en contexte africain ou camerounais, moi je dirais que le développement est le fait que dans un pays, les habitants puissent avoir une certaine garantie en termes peut-être de ressources financières, en termes de ressources alimentaires, donc la sécurité alimentaire quoi. Donc si dans un pays, il y a des personnes qui ont encore faim, on ne pourra pas donc parler de développement. D'après moi, la notion de développement, c'est tout simplement la capacité d'un pays à subvenir aux besoins fondamentaux de sa propre population. En plus, on ajoute à ça l'amélioration des conditions de vie de ce pays-là. Je prends l'exemple sur le plan médical, dans le domaine médical, la prise en charge de la population, que ce soit la santé publique, que ce soit la santé de manière personnelle, que ce soit dans les hôpitaux. On a une très bonne prise en charge avec un plateau technique très évolué, très compétent, un personnel très compétent. Et je pense aussi que le développement renvoie à un très bon état des infrastructures. On ne va pas commenter le Vox Pop, c'était juste pour faire sorte de photographie de ce que certains Africains pensent de la question du développement. En revanche, on va faire notre entrée dans le fond de cet échange par une présentation de cet ouvrage qui, par son volume et son contenu, interpelle plus d'un pour ceux qui ont pu le lire. 22 contributeurs repenser le développement à partir de l'Afrique sous la direction du professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui va nous restituer la quintessence de cet ouvrage. Il l'a lu pour nous. Steve Gabin-Nguena, nous l'écoutons et puis professeur, on s'en parle. Ce livre est une réflexion sur l'Afrique et son destin. Globalement, il s'agit d'une remise en question des nombreuses théories occidentales, stratégies et politiques de développement élaborées par les États et acteurs internationaux et qui sont greffés à l'Afrique. Les chercheurs constatent pour la plupart que l'échec de l'ensemble de ces mesures développementalistes part d'un postulat erroné. La non-maîtrise de l'histoire et de l'origine de l'Africain, de son identité, de sa culture, de ses besoins, de ses réalités et aussi de ses spécificités. Ce sont donc au total 20 analyses issues de plusieurs disciplines des sciences sociales. L'histoire, le droit, les sciences politiques, la sociologie, la communication, les relations internationales. Dans ce livre, des chercheurs essayent de comprendre pourquoi 50 ans après les indépendances, et malgré toutes les politiques de développement en passant par les aides de partenaires au développement, 50% des pauvres dans le monde se trouvent en Afrique. Dans la première partie de l'ouvrage, le docteur Célestin Tagou remet en doute cette stratégie de développement formulée envers les pays pauvres pour leur croissance économique.
C'est ainsi tout le modèle de développement à l'occidental qui est remis en question. Le docteur Mesanga Nyamding ajoute, dans le chapitre suivant, que l'expansion dans le monde du capitalisme n'est pas synonyme de développement partout, car les pays riches, en se consolidant, se nourrissent sur le dos des pays faibles qui s'appauvrissent davantage. Le développement a failli en Afrique parce que ni la révolution agricole, ni la révolution industrielle n'y sont encore véritablement amorcées. Sous un angle communicationnel, le professeur Tadje Eyon critique les modèles de communication à sens unidirectionnel qui consistent pour les États africains de museler la presse et de ne pas mettre les médias à contribution pour un développement participatif. Il pense que les médias ont leur rôle à jouer dans le développement de l'Afrique. La parole doit être donnée à tout acteur social pour permettre la participation et l'implication de chaque segment de la société au projet de développement. Cela permettrait le changement social, le dialogue entre les gouvernants et gouvernés, un climat de liberté d'expression favorable au développement de la créativité et du génie. L'Afrique fait inéluctablement face à plusieurs crises politiques, sécuritaires, sociales, économiques, financières, culturelles et même une crise de l'État, de la démocratie et du développement. Face à la gravité de cette situation, il faudrait complètement revoir les approches théoriques appliquées jusqu'ici et réhabiliter un tout nouveau paradigme africain. C'est la théorie purement africaine intitulée « Le Fundiwa Africa » de Mweni Wamweu et Guy Martin, elle-même s'appuyant sur les travaux de grands penseurs africains à l'instar de Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon et Kwame Nkrumah. Il s'agit pour cette théorie d'aller scruter le fonctionnement des organisations africaines à l'époque de l'Antiquité. Kouch, Égypte, Nubie, Aksum, pour trouver des éléments historiques qui puissent être incorporés dans le système contemporain et l'améliorer. Le professeur Guy Parfait Songhé pose à son tour que l'Afrique est encore très dépendante de l'Occident et doit, si elle veut se développer, sortir de cette dépendance. Comme autre solution au développement de l'Afrique, les États doivent concevoir et proposer des stratégies innovantes de développement, établir des politiques et stratégies sociales en droite ligne avec les politiques économiques pour un processus de développement harmonisé qui tient compte des besoins et donne la priorité aux populations. Les axes stratégiques de développement sur lesquels l'Afrique doit s'appuyer sont entre autres l'éducation et la formation, l'agriculture et l'agro-industrie, la santé en procédant à la modernisation de la médecine africaine privilégiée par les Africains, le soutien de l'État aux initiatives scientifiques, technologiques, économiques et aussi culturelles. Repenser le développement à partir de l'Afrique, c'est un ouvrage de 593 pages, 3 grandes parties, 20 chapitres rédigés par 22 auteurs sous la direction du professeur Emmanuel Pondy. Repenser le développement à partir de l'Afrique, c'est un livre à lire absolument. Merci à toi, Steve Gabangena. Alors, professeur, vous vous êtes retrouvé dans cette restitution de l'ouvrage? Je dois dire que l'ouvrage a été bien restitué, bien résumé. Ce n'est pas du tout facile, en quelques minutes, de rendre compte d'un travail qui s'étale sur 595 pages à peu près, chacune étant, bien sûr, l'œuvre d'un spécialiste bien précis, à partir d'une perspective également, je dirais, disciplinaire différente. Donc je crois qu'il a fait un très bon travail. Je m'y retrouve en tant que coordonnateur de ce travail. Alors, moi, en le lisant, l'ouvrage, je dois avouer que je me suis tapé la lecture de cet ouvrage, mais c'était tellement passionnant qu'effectivement, on ne se rendait pas compte qu'on feuilletait des centaines de pages. Et la 9e contribution par un ancien ministre camerounais, d'ailleurs, Isaac Djemoun, le titre, il m'a toujours frappé, j'ai toujours eu envie, et d'ailleurs, je vais vous interpeller tous à peu près sur ce questionnement. C'est l'Afrique est capable, c'est le titre, la 9e contribution, l'Afrique est capable de relever le défi de son développement. Il est péremptoire et il est écrit ensuite à condition de le vouloir véritablement. C'est ça l'Afrique finalement. En fait, il est au cœur de la problématique du développement. On ne se développe pas par hasard. Et encore faut-il comprendre ce qu'on entend par le terme développement. On y vient tout à l'heure. Donc je crois que ce n'est jamais le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'une stratégie, c'est le fruit d'une détermination, et c'est le fruit aussi d'une appropriation, d'une contextualisation de quelque chose. On ne transplante pas quelque chose d'ailleurs en espérant qu'avec un peu de chance, ça va prendre. On y revient, professeur. Alors sur la question de la volonté, j'aimerais quand même, parce qu'elle est au cœur de cet ouvrage, il faut que l'Afrique veuille se développer. Et les différents prismes qui sont proposés ici sont les prismes à partir desquels on peut activer cette volonté de développement. Alors, Mbok Basson, ce n'est vraiment qu'une question de volonté? Je pense que c'est plus profond que cela. C'est la question religieuse qui se pose. Parce que ce qui nourrit la volonté, c'est la religion et la spiritualité.
aucun peuple ne peut s'en sortir si la question spirituelle n'est pas reposée quant au fondement. Donc la volonté est corrompue par mauvaise spiritualité? Oui, c'est-à-dire que la spiritualité est une zone affûtée de vigilance de l'esprit. Or, nous ne sommes pas vigilants parce que la question spirituelle n'est pas résolue. Parce que figurez-vous, si l'État juif a résisté autant, c'est parce que le judaïsme y a beaucoup contribué. Si le monde asiatique, la Chine, le Japon, etc., ont été propulsés jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que la question religieuse spirituelle a été résolue. Quand vous perdez cette chose-là qu'on appelle la spiritualité, la religion, vous devenez incapable de réagir et d'avoir une volonté sereine, provocante, participatrice et déterminante. Parce que c'est cela la religion. Qui plus est en Afrique, c'est que c'est dans cette religion cachée que se trouve toute la science. Parce que le modèle africain, c'est ceci que le profane et le sacré sont intégrés dans la science. L'Afrique n'a jamais fait de la science sans y mettre la question religieuse et profane. Donc si vous ne dépouillez pas ce fond religieux, vous ne pouvez pas accéder à la science, ni à la détermination. Nous comptons sur vous pour démêler cet écheveau. Et je précise d'ailleurs pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun, vous êtes Mbombok, c'est pour ça que vous appelez Mbombok. Oui. Mais en français, comment je vous désignerais? Ce serait comme un imam ou un rabbin. C'est-à-dire que c'est l'équivalent. Le Mbombok, c'est l'équivalent du rabbin, c'est l'équivalent de l'imam, c'est l'équivalent du prêtre, du pasteur. Donc c'est le ministre du culte traditionnel. Sauf que dans les traditions occidentales, la question religieuse a été séparée de la question scientifique et des autres questions politiques. Chez nous, le Mbombok rassemble la totalité. C'est le savant, l'homme de droit, l'homme de culture, l'homme de religion, l'homme de justice. C'est l'érudit en fait. Voilà. En réalité, c'est parce que dans la pensée africaine, c'était comme les pharaons. Il ne pouvait pas être pharaon, quelqu'un qui n'était pas savant, et à la fois prêtre traditionnel. Voilà. C'est-à-dire que c'est une condition parfaite en Afrique d'être un savant, tout en transportant avec soi la question initiatique. Pourquoi? Parce que la visée de l'Afrique, c'était une visée d'harmonie de l'univers. Pour harmoniser l'univers, vous devez savoir ce qui est dans le visible et l'invisible, parce que le visible n'est pas seul existant. Aujourd'hui, la physique des particules nous le montre, que ce qu'on croyait être invisible a des totalités en soi, qui sont des totalités existentielles et qui participent de l'ordre physique. Donc, du coup, il était difficile de dire non, comme en Occident, parce que vous savez, en Occident, la métaphysique a rejeté la science a rejeté la métaphysique, alors qu'en Afrique, la métaphysique et la science participent d'un seul modèle. J'espère y avoir compris grand chose pour cet entame, mais de toute façon, je voulais juste que vous réagissiez tous sur la question de la volonté. Alors, docteur Simo Diom, toi tu travailles dans l'intelligence économique. Bien sûr. À ce niveau-là, il y a une volonté qui est perceptible. Alors, la volonté... de se développer. La volonté de se développer. Sous réserve que tout à l'heure, on va aborder dans le fond, le professeur Fondi voulait l'aborder tout à l'heure, la question, la définition même du développement. Il y a cette grande ambiguïté. Si on ne la lève pas en ce qui concerne le développement, on ne comprendra pas encore. Oui, je ne lève pas maintenant. Mais seulement ce que je vais dire, c'est que lorsqu'on parle de la volonté, je me rends compte que c'est une préoccupation qui remonte à très longtemps. Je me rappelle Axel Kabou, au début des années 80, elle avait écrit un pamphlet intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Et je crois que c'était toujours à cause de ces ambiguïtés sur le développement qu'on pouvait associer la volonté et le développement, ou la non-volonté et, entre guillemets, le sous-développement. Donc lorsqu'on aura levé cette ambiguïté sur le sous-développement et le développement, on comprendra si un peuple peut refuser le développement. Ok. Alors, pour l'éditeur, plusieurs ouvrages sur le développement, sur l'émergence, ne serait-ce que sur la forme, pour l'éditeur que vous êtes, il y a cette volonté quand même. Parce que chacune de ces contributions, chacun de ces ouvrages est une contribution, c'est une proposition. Et là, on a pour un seul ouvrage 22 propositions. Effectivement, Cabral, moi, vraiment pour faire simple... Et quand je dis 22, je ne compte pas le professeur lui-même. Donc en fait, c'est 23. Pour faire simple, je crois que la volonté y est. Parce que, au moins, aujourd'hui, on se rend compte que les gens s'interrogent déjà sur le devenir de l'Afrique. Donc,
S'il n'y a pas volonté, il ne peut pas avoir développement. Donc l'Afrique aujourd'hui, en tout cas les intellectuels, quand je vous parle de livres, le fait moi d'avoir de plus en plus d'individus qui s'interrogent sur leur devenir, ainsi de suite, met déjà en évidence le fait qu'on sait que si on doit avancer, il faut déjà reconnaître où est-ce que nous sommes. Et cette volonté-là, pour moi, c'est déjà la reconnaissance même de la situation dans laquelle nous sommes pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Donc pour moi... Surtout qu'un levier comme le vôtre, celui de l'édition, il est fondamental. Effectivement. Dans la production du savoir et puis l'insémination de ce savoir au sein des couches populaires africaines. En tout cas, votre position, a priori, ne m'étonne pas. Du coup, je voudrais justement que nous entrions maintenant, que nous nous saisissions de cette fameuse problématique que toi tu abordes sous l'angle de l'ambiguïté, la problématique du développement. Vraiment, je pose la question platement. En fait, je l'ai souvent dit chaque fois, même lorsqu'on abordait la question de l'émergence, j'aime employer l'adverbe platement, vraiment sans nuance, et évidemment dans vos réponses elles vont ressortir. Qu'est-ce que le développement, professeur Jean-Emmanuel Pondy? Le développement, c'est un ensemble de constats. Je dirais que, curieusement, le terme développement est popularisé par le terme sous-développement, par un monsieur, Harry Truman, qui, le 20 janvier 1949, pour la première fois, popularise la notion de développement et de sous-développement, prise dans un contexte de politique publique et un contexte de philanthropie. Parce que c'était ça l'idée. C'était de dire, à partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont apporter leur savoir-faire, leur soutien et leur appui financier et technologique aux pays qui sont encore en voie de développement. Alors, la première question, c'est pourquoi en 1949 et pas avant? Parce que pendant toute la période coloniale, on n'a pas entendu parler de ce concept. Est-ce une façon maintenant de créer quelque chose qui rend indispensable la notion d'aide, la notion d'accompagnement, mais aussi la notion d'infériorisation? Parce que pour qu'il y ait développement, tel qu'il est présenté, il y a une linéarité, c'est-à-dire qu'il y a un principe selon lequel toutes les nations vont suivre un même chemin. Il y en a donc qui sont devant, d'autres qui sont au milieu et d'autres qui sont encore en arrière. Et tout le dispositif consiste, pour celles qui sont supposées être en avant, de tirer vers l'avant ou vers le haut celles qui sont en arrière. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation des nations, et cette hiérarchisation, elle est supposément économique. Donc la notion occidentale, en tout cas, du développement, elle est basée sur le niveau économique. Mais qui définit le niveau économique? C'est les Occidentaux eux-mêmes. Et donc ça veut dire qu'on est à la fois juge et partie, on est ceux qui se présentent comme ayant et les questions et les réponses. C'est déjà un premier problème. Le deuxième aspect du développement, c'est qu'il suppose qu'on vient de quelque part pour aller vers une direction, mais que tout le monde est supposé faire cela. Et là est le problème. Est-ce que toutes les civilisations ont le même passé? Est-ce que toutes les civilisations ont les mêmes aspirations? Est-ce que toutes les civilisations ont les mêmes principes? La réponse est non. Et donc, si nous acceptons cette diversité culturelle, psychologique, relationnelle et existentielle, nous ne pouvons pas postuler un même futur. Donc ça pose un problème de fond, qui est de la véracité, ou même en fait de la rationalité de ce système de développement. Ceci ne veut pas dire que tout est mauvais. Ceci ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Mais aucun pays, aucun continent ne peut se développer par rapport aux présuppositions ou par rapport aux priorités que lui imposent d'autres pays ou d'autres continents. Donc le but de cet ouvrage, c'est de dire que le développement, si on accepte ce concept de développement, qui veut dire pour moi en tout cas la capacité de maîtriser son destin, la capacité d'améliorer ses conditions de vie pour tout le monde, parce que la définition africaine, elle est communautaire et non individuelle.
comme c'est le cas en Occident, la capacité de chacun de trouver ce dont il a besoin et de vivre dans la dignité humaine, pour moi, le développement, c'est d'abord ça. Est-ce que c'est ce qui est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ce vers quoi on s'enchemine? On est quand même en droit de se poser une question simple. Peut-on être en voie de développement pendant 50 ans? Il y a quand même un problème. Il faut que les pays africains se posent cette question. Et je sors de ma première intervention en disant que j'entends souvent dire, au Cameroun et dans d'autres pays africains d'ailleurs, le Cameroun et la Corée étaient au même niveau de développement il y a 40 ans, et maintenant la Corée est, je crois, la 15e économie du monde, ou quelque chose comme ça, et pas le Cameroun. Je dis non, c'est une analogie qui est fausse. Ils n'étaient pas du tout au même niveau de développement, pour la bonne et simple raison que la Corée part d'un socle culturel coréen. Le Cameroun ne part pas d'un socle culturel camerounais quand il aborde la notion de développement. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut faire très attention. Quand vous parlez à un Asiatique, quel qu'il soit, que ce soit Mao Tse-tung, que ce soit Deng Xiaoping, ils ont un maître à penser qui n'est pas du tout occidental. Et je crois que c'est important de revenir dessus pour dire que c'est une analogie qui est fausse, qui est commode, certes, qui est pratique, je n'en disconviens pas, mais qui, sur le plan de l'analyse, est fausse. Nous devons partir de nos fondements que nous devons reconstituer au besoin, mais c'est à partir de là que nous allons regarder en arrière, non pas pour nous enfermer dans l'histoire ou dans le passé, mais pour nous propulser dans le futur avec assurance, avec détermination, mais aussi avec spécificité. Merci beaucoup, professeur. J'ai bien aimé cette prise de parole parce qu'elle a un double mérite. D'abord, elle pose la légitimité du regard que vous portez sur l'Occident, parce que j'aime toujours rappeler que votre parcours académique, à vous, vous a conduit en France et puis en Amérique du Nord. Et puis, vous êtes revenu au Cameroun, donc vous, aujourd'hui, vous avez vraiment un regard panoramique là-dessus. Et puis, vous dépouillez d'entame la notion de développement de ces oripeaux déformants. Malheureusement, parce qu'on dit développement, mais quand on vous écoute, on commence à y voir plus clair. Alors, docteur Simodion, un peu comme on le disait sur la question de l'émergence, c'est donc finalement encore un autre carcan. C'est un carcan qui est d'ailleurs très grand, très grossier, et je parlerai même d'une imposture, parce que tout à l'heure je parlais d'une ambiguïté. Je crois qu'il y a une imposture autour du développement, et les interrogations du professeur Jean-Emmanuel Pondy sont là pour démontrer qu'il y a un problème. Encore qu'il est plus péremptoire qu'interrogatif. Hein. Voilà, donc moi je pose donc le problème à deux niveaux. Pour bien saisir cette imposture, il faut regarder le développement au niveau étymologique et le développement au niveau historique. D'abord, au niveau étymologique, le mot développement, il existe dans un dictionnaire ou bien dans un livre, dans un ouvrage de vulgarisation qui ne prend pas de parti pris. On va définir le développement comme une action qui consiste à dérouler, à déployer, à faire croître, à multiplier un potentiel qui existe dans un contexte précis. Donc la précision du contexte est très importante parce qu'elle nous fait comprendre que il y a une chose à la base. Exact, il y a un potentiel. C'est elle qui fait sa mue. Exact, il y a quelque chose qui est latent. C'est ce qui est latent qu'on développe. Et cela nous permet de comprendre qu'un pays ne peut que identifier son potentiel, ce qui existe chez lui, dans la forme latente, et le développer. Ça veut donc dire qu'un pays ne peut pas aider un autre pays à se développer. Cela veut aussi dire que tous les pays ne peuvent pas se développer de la même manière parce que chaque pays a son potentiel. C'est votre potentiel qui dicte la façon dont vous allez vous développer. Quand on quitte la dimension étymologique, ou dit comme ça les choses semblent très claires, et qu'on rentre sur la dimension historique, on se rend compte, avec le rappel, je ne peux plus revenir sur ce rappel, puisque le professeur l'a fait de façon très brillante, depuis Harry Truman, on se rend compte que l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique ont expérimenté un modèle de développement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle qui a marché. Il a consisté à identifier le potentiel dans l'Europe occidentale et ensuite dans les États-Unis d'Amérique et au Canada, et en Australie et tout. Il s'agissait d'identifier ce potentiel et de le multiplier. C'était ça leur développement. Et c'est normal parce que le potentiel de l'Europe occidentale et des États-Unis d'Amérique, c'est une conception pointophrénique de l'existence, c'est-à-dire l'obsession des chiffres. Il faut tout mesurer, il faut tout chiffrer, il faut tout évaluer. Donc, il faut tout exprimer en nombre. Et c'est pour ça que tout de suite, la croissance
a été le moteur du développement dans ces pays. Donc c'est cette conception du développement que l'Europe de l'Ouest et puis les États-Unis d'Amérique ont donc voulu, à partir de 1949, avec le point 6 du fameux discours de Harry Truman, imposer au reste du monde. Et là, la grande imposture prend un visage parce qu'il s'agit donc ici d'un enveloppement. Donc, depuis 1949... Non plus d'un développement. Non, il s'agit d'un enveloppement. Depuis 1949, chaque fois que des gens disent développement, en réalité, ils parlent de l'enveloppement. C'est-à-dire que l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique veulent utiliser les catégories qui ont marché chez eux pour étouffer, pour recouvrir, pour tuer le potentiel qui existe chez les autres et amener les autres à reproduire, à refaire ce que eux, ils avaient déjà réussi à faire et qu'ils maîtrisaient très bien parce que cela leur permettait de les contrôler. Donc, à partir de maintenant, il serait très bien qu'on sache que quand on dit développement, en réalité, à 99% de cas, on parle de l'enveloppement. Bob Basson, je présume que vous avez bu du petit lait en écoutant les deux précédentes interventions. Bien entendu. Mais vous qui savez revenir dans les fondements de l'Afrique, on se rappelle quand même qu'il y a des siècles, il y a eu des parties de l'Afrique qui ont connu, peut-être, je ne sais pas si l'emploi du terme développement, quand je vous ai écouté, est propre ou impropre, mais l'Égypte pharaonique, l'Empire du Mali, où on parle d'ailleurs des centres universitaires, je ne sais même plus il y a combien de siècles, l'Empire du Kanem-Bornou, en fait. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ce qui s'est passé, c'est le paradigme, c'est les sciences de l'esprit. Si nous ne savons pas ce qui se passe dans le cerveau de l'homme blanc, nous ne comprendrons pas pourquoi on en est arrivé là. Le paradigme de l'Occident est fondé sur ce qu'on appelle le modèle de Descartes. C'est ça ou ce n'est pas ça. Ce sont les fidèles ou ce sont les infidèles. Ce sont les civilisés ou ce sont les indigènes. Son paradigme a pour but de contrôler la vélocité des autres et de les réduire à néant. Parce que si vous ne comprenez pas que l'Occident esclavagiste, depuis la Grèce et même bien plus avant, est fondé sur l'enjeu de la domination comme mode d'être, vous n'aurez pas bien compris ce qui nous arrive. L'Afrique n'a pas comme mode d'être la domination et l'expansionnisme. La domination et l'expansionnisme dont Cheikh Anta Diop nous dit que ça vient du nomadisme ancestral, veut que les peuples qui se sont déplacés ou bien qui ont vécu dans des conditions extrêmement misérables aient le goût du risque et le goût de la guerre. L'Occident est guerrier par essence et il est fondé à être expansionniste. L'Afrique n'a pas été fondée à être guerrière, elle a été fondée à l'harmonie de l'univers, entendue comme deux cycles qui s'affrontent. Le visible et l'invisible, le bien, le mal, le jour, la nuit. Donc il faut trouver une synthèse qui se fait voir dans ce qu'on appelle le tiers inclus. L'Afrique pense que ce n'est pas seulement ça, c'est pas seulement l'autre. C'est pas une vision dichotomique. Pas le tiers exclu. Inclus, oui, parce que l'Occident c'est exclu. Mais le tiers inclus. Inclus. L'Africain estime qu'on peut faire ça, faire aussi l'autre. Ça lui donne un planning extraordinaire qui l'ouvre à l'ordre de l'univers et au respect des autres. On vous soupçonnera de faire un clin d'œil à Emmanuel Macron en France, même. C'était pour rire. C'est ça le paradigme africain. Parce que l'Asie, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire c'est une juxtaposition des contraires qui ne brûle pas l'emphase de l'harmonie. C'est-à-dire que le japonais et l'asiatique peuvent faire selon ce qu'ils trouvent. Mais l'Africain, lui, par essence, l'autre, autrui n'est pas un ennemi. La chose qui vient d'ailleurs est pour lui prenable et acceptable. D'où le fait que notre cerveau est plastique. Le cerveau de l'Occident n'est pas plastique. Si nous voulons donc affronter le développement, nous devons tenir compte de cette rigueur paradigmatique qui veut que l'autre ne sera jamais comme nous et il va toujours nous imposer son universalisme. Du coup, nous devons poser les questions essentielles. Où est-ce qu'on a été battu? Si on ne dit pas où est-ce qu'on a été battu, nous ne rêvons pas de développement. Parce qu'en nous disant où est-ce qu'on a été battu, on attaque les sources de notre défaite. Et deuxièmement, où vont-ils
du point de vue de la science. Parce que si nous ne savons pas où l'Occident veut aller, eh bien nous ne pouvons pas raccorder la chose de notre échec et la chose de l'avenir qu'il faut vite rattraper. Parce qu'il s'agit de vite rattraper. Alors, où vont-ils? Aujourd'hui, on appelle ça la science de la complexité. La science de la complexité a pour but de dire que le modèle cartésien qui croyait que les certitudes de l'Occident étaient des logiques fondamentales et fondées en science sont désormais révolues. Depuis qu'on est entré dans ce qu'on appelle le mouvement du désordre, désordre brownien, le chaos, désordre cosmologique, les galaxies sont en expansion. On pensait qu'elles étaient stables, surtout Einstein. Désordre thermodynamique, tout bouge, l'univers est en expansion, le froid domine dans les planètes qui sont très loin, très éloignées. L'Afrique pourrait même se déplacer vers ces planètes éloignées, et non pas l'Afrique, la Terre. Et du coup, elle-même pourrait complètement disparaître. Parce que l'Afrique a l'avantage de n'être ni trop près du Soleil, ni trop... La planète Terre. La planète Terre, voilà. Donc, nous vivons un moment particulier de l'histoire où le désordre est fonctionnel, y compris dans le comportement humain. Nous sommes régis par deux ordres de valeurs, soit une chose en ordre, soit une chose désordonnée. Et ensuite, après tous ces désordres, vous avez le vrai désordre qui est né dès le début de l'univers. L'univers passe du chaos à la structure. Tout se passe comme si le modèle de l'univers se fait par complexification progressive, d'où l'arrivée de l'homme. Vous voyez donc, l'homme est le dernier maillon dans la chaîne des existences, parce que ce dernier maillon doit lui servir de philosophie pour comprendre où va le monde. Et seule l'Afrique a compris cette philosophie, qui consiste à dire, nous ne sommes pas contre l'harmonie de l'univers, nous devons travailler avec l'univers parce que l'univers est participation et complémentarité. Or, l'Occident nous a amené une donne qui est extrêmement dangereuse. L'homme est maître de l'univers et possesseur des autres choses, des cartes. Si maintenant nous savons que nous sommes les plus avancés, parce que c'est cela qu'il est question, l'Afrique est la plus avancée du moment où la science, la complexité, reconnaît les certitudes que le modèle cartésien a fait naître. Donc du coup, nous sommes dans la science. Puisque nous sommes le seul modèle où la prise en compte de l'univers comme totalité était une manière d'être et une manière de faire la science. Vous voyez, c'est-à-dire, non seulement c'était cognitif, c'est-à-dire, nous sommes nés pour être conformes à l'univers, mais notre science était par essence universelle. Parce qu'il faut mettre à universel le mot univers. Si tu ne fais pas comme l'univers, ta chose t'appartient, elle est subjective, n'en fais pas une chose universelle. Je termine sur le dernier point. Nous avons été battus où? La religion n'a pas été résolue, c'est pour ça que tout le monde peut nous mettre en difficulté. La religion n'est pas... On a donc été battus sur le terrain de la religion. C'est parce que la chrétienté n'est pas entrée en Asie que l'Asie a réussi. Hein. Elle sera entrée là-bas en 1452 comme le missionnaire le voulait, que l'Asie aurait été retardée comme nous. Parce qu'il s'est agi d'un rabotage de la conscience. En plus, il y a la question de la science. Nous avons été battus en science. Ça veut dire quoi être battus en science? Ça veut dire que quand nous répétons le modèle de l'autre, nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes les répétiteurs du modèle de l'autre. Puisque nous, on nourrit son modèle sans nourrir le nôtre. Si nous voulons être scientifiques, nous devons refonder la science qui a été celle du Mali et de l'Égypte. Et là, je reviens à vous. Et enfin, les institutions. Vous faites les institutions des autres, vous êtes battus. Il nous faut refaire nos institutions. J'ai parlé peut-être pendant longtemps. Non, mais c'était très important, parce que et c'est tout le génie de ce type d'échange. Rappelle-toi, Dr Simodium, dans une précédente production, on parlait, c'était le professeur Tabimanga, du signifiant et du signifié. Donc, on peut très bien garder le signifiant, c'est-à-dire on peut parler de religion, on peut tous parler de science, on peut même tous parler de développement, mais tout est question du contenu. Qu'est-ce que nous mettons là-dedans? Alors, je voyais le professeur Pondi qui n'avait de cesse d'acquiescer en fait, sur un certain nombre de choses qui étaient dites tout à l'heure. Et c'est à cette question que nous allons répondre désormais. Et Arthur, juste avant qu'on y aille, est-ce que finalement, mais alors en très peu de mots, parce que là, ils sont parfois très scientifiques, c'est parfois un peu complexe aussi, mais finalement, est-ce que le développement, finalement, c'est pas le bien-être? C'est l'épanouissement simple.
C'est l'épanouissement de la communauté, parce que si j'écoute ce que mes aînés ont dit là tout à l'heure, si j'essaye de comprendre moi en tant que simple cadet et jeune Camerounais, jeune Africain, c'est juste la capacité pour un peuple à pouvoir mutualiser ses forces, pour pouvoir transformer son potentiel et permettre à tout le monde d'être épanoui. Je veux dire que si on en arrive là, je crois qu'on peut parler de développement. Je ne saurais rentrer dans... Je te conseille pas. Mutualisation de ses propres forces. Mais justement, on va donc tout à l'heure répondre à la question, l'Afrique va donc vers quel développement? Vers quel développement l'Afrique est-elle en train de courir en mobilisant émergence, ceci, point de croissance, tout ce qu'on veut? Nous courons vers quoi? Et si on a fauté quelque part, Basson, comment y revenir? À vous écouter, il y a urgence. Comment y revenir? Mais avant, justement, puisque vous avez évoqué la question mentale tout à l'heure, écoutons le président Alpha Condé, c'est le président de Guinée-Conakry, qui, à l'occasion d'une conférence internationale en mars dernier en Côte d'Ivoire, s'est autorisé une sortie qui est particulièrement édifiante. Alors, je vous suggère qu'on l'écoute et puis on répond aux questions que j'ai posées tout à l'heure. A tout de suite. À Deauville, il se fait au mois, on avait mis les grandes puissances en garde. N'intervenez pas en Libye. Ça va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État, c'est comme la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance ? Cela est en train de changer. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations à financer. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez mon frère de Sina pour qu'il puisse davantage financer. Ensuite, le président Kagame a proposé des réformes extrêmement importantes. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10 heures moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, chacun ça va à midi. Si on commence à midi, on a commencé tôt. Vous avez des présidents qui viennent jusqu'à 10 heures, et la matinée, ils l'avion et repartent, alors que la conférence dure 3 jours. Pourquoi? Et ensuite, nous sommes fatigués par les ministres des Affaires étrangères, ou même des ambassadeurs. Nous avons donc décidé désormais que seul, s'il n'y a pas un président, seul le vice-président ou le premier ministre prendra la parole. Celui qui envoie son ministre des Affaires étrangères, il n'aura pas la parole, encore moins un ambassadeur. Alors, voilà l'extrait que j'ai souhaité qu'ensemble nous suivions. La question du complexe, la nécessité de couper le cordon ombilical. Je rappelle que c'est un président africain qui parle, et ce n'est d'ailleurs que tout récemment qu'il a fait une première visite d'État en France. J'avoue que j'étais moi-même étonné que depuis très longtemps, il n'y avait pas eu un président de Guinée-Conakry en visite d'État en France. Alors, où va l'Afrique? Professeur Jean-Emmanuel Pondy, justement, vous dites qu'il faut repenser dans cet ouvrage le développement à partir de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut corriger impérativement? Comme dans tout exercice de ce type, pour corriger, il faut déjà avoir la lucidité de reconnaître ses erreurs. Il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout. Il faut avoir également l'ouverture d'esprit de demander à ceux qui pourraient vous donner de meilleures réponses que celles que vous avez.
Je vais juste illustrer avec un exemple ou deux. Nous disons toujours que le développement, c'est le développement pour tous, en réalité. Mais vous prenez l'exemple de l'UJAMA. L'UJAMA, c'était la politique du président Julius Nyerere entre 1967 et 1975-77 par exemple, où il disait qu'on va transformer les villages en les regroupant. On va regrouper un ensemble de villages auxquels on va apporter de l'eau, de l'électricité et un ensemble d'outils pour intensifier leur agriculture. C'est un excellent projet, apparemment. Mais le projet, malheureusement, a été un échec, reconnu humblement par son initiateur que fut Julius Nyerere. Dès 1977, il a reconnu que l'UJAMA a été un échec. La question, c'est pourquoi? Parce qu'à partir d'un projet quantitatif, c'est-à-dire l'augmentation de la productivité, du niveau de vie et la présence d'eau et d'électricité, eh bien à partir de ce projet, il a oublié l'essentiel. Quel était l'essentiel? C'est que la culture des paysans leur interdisait de quitter leur village pour aller dans un village à côté. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical d'eux-mêmes et de leurs parents était dans la terre où on leur demandait de manière forcée de partir. Cet élément n'a pas été intégré. Deuxièmement, la technologie qu'on leur apporte, elle est pensée à partir de Dar es Salaam, non pas à partir de la demande villageoise ou du savoir-faire endogène. Donc, en réalité, nous les Africains, nous reproduisons le même schéma qui est celui du haut vers le bas, sans aucune demande de ce qui doit se faire à partir du bas, parce que ceux qui savent vraiment ce qu'il faut faire, ce n'est pas les bureaucrates, ce n'est pas les scientifiques qui ont été formés ailleurs, mais c'est bien ceux qui, depuis des centaines d'années, composent avec la nature, qu'ils considèrent comme leur allié et non leur ennemi. Donc, c'est cet ensemble de dysfonctionnements qui a mené une politique volontaire, humaniste, altruiste à l'échec. Je pars donc de cet exemple pour dire que repenser le développement à partir de l'Afrique veut dire quoi? Il faut penser aux spécificités africaines qui peuvent être convergentes avec le reste du monde, mais aussi par endroits divergentes. Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique est si différente du reste de l'humanité que tout ce qui se fait en Afrique est nécessairement le contraire de ce qui se fait ailleurs. Non, il y a des points de convergence. Parce que tout être humain a besoin de manger, de se nourrir, de se vêtir, de se loger, etc. Ça, c'est tout être humain sur les 5 continents de la planète. Mais il y a des spécificités qui sont dues à notre culture, à nos aspirations. Et je pense donc que le développement ne peut pas se faire en dehors de la prise en compte de ces spécificités. C'est ce qui a été le cas jusqu'à présent. Et c'est le résultat que nous voyons tous, c'est que nous avons une famine. Comment peut-on avoir une famine en Afrique? Aujourd'hui, je termine peut-être par là pour cette sortie, 800 millions d'hectares de terres cultivables en Afrique sont non cultivées. 800 millions d'hectares. Alors, comment peut-on parler de famine? Il y a un problème. Le modèle que nous suivons, c'est lequel? C'est de ne pas cultiver la nourriture que nous mangeons, mais plutôt de l'exporter. Et avec l'argent, éventuellement, que nous récoltons de nos exportations, nous allons acheter de la nourriture, mais pas la nourriture que nous avons produite, de la nourriture que nous importons d'ailleurs. C'est un modèle qui est d'abord qui est irrationnel, qui est voué à l'échec et qui explique les famines dans un continent où, sur le plan naturel, il ne devrait jamais y avoir de famine. Voilà un modèle qui illustre ce que j'entends par la nécessité d'endogénéiser du développement en prenant les spécificités qui sont les nôtres, en les contextualisant, en prenant de l'extérieur, attention, mais en sélectionnant nous-mêmes ce que nous voulons prendre de l'extérieur parce que nous jugeons que ça booste nos intérêts et ça nous rend meilleurs parce que ce qui est fait à l'extérieur peut être un adjuvant pour ce que nous faisons à l'intérieur. Mais ça veut dire que nous sélectionnons nous-mêmes ce que nous devons inclure dans notre environnement. Voilà pour moi ce que j'entends par repenser le développement à partir de l'Afrique et dans tous les domaines pensables et imaginables.
Alors, j'aime bien C'est très important ce que je veux juste... Parce que c'est important. Il a dit 3 choses qui me semblent fondamentales. Un, il a parlé de ce cordon ombilical là. Nous sommes dans les croyances et dans la métaphysique. Nous sommes dans la religion. Il a entendu certes qu'il ne s'agit pas de religion de type le Coran ou la Bible. Mais nous sommes dans la croyance métaphysique. Ensuite, il a parlé de cette capacité de prendre ailleurs. Mais pour prendre ailleurs, il faut avoir pour soi-même. Rationaliser, pas intuitivement. Parce que pour prendre ailleurs, il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Mais comment le cerveau sélectionne-t-il? Le cerveau encode des stimuli. Il sait ce dont vous avez besoin. Mais dès que vous prenez sans que vous sachiez ce dont il a besoin, c'est perdu. Et ensuite, la dernière des choses, dans tous les domaines de savoir, nous devons cartographier les savoirs, leur donner une impulsion, la boîte noire. Voilà la problématique. Il nous faut une boîte noire, comme l'Occident a sa boîte noire cartésienne, comme l'Asie a sa boîte noire bouddhiste, comme Israël a sa boîte noire juive, comme les Arabes ont leur boîte noire islamique. Jamais l'un sans l'autre. Je termine là. Parce que vous savez, quand un Africain vous dit qu'il est africain, tout en étant chrétien ou musulman, il se trompe d'adresse. Parce que le juif n'est que juif, monsieur. Vous ne pouvez même pas lui demander de céder une parcelle. L'arabe est arabe, monsieur. Si vous enlevez l'islam, il n'est plus arabe. Pareil pour le japonais. Il n'y a que chez nous où cette confusion, cette mauvaise confusion de genre, nous tire vers le bas en nous faisant adopter les catégories mentales des autres qui, par ailleurs, sont déjà désordonnées ailleurs. Vous voyez, il nous faut refaire. Mais nous restons dans la question du comment. Si la trajectoire culturelle africaine a été aliénée à un moment, donc nous avons perdu le nord, en quelque sorte, de notre développement. Nous nous sommes laissés envelopper dans une trajectoire, en fait, déviante ou déviée du développement. Ça fait longtemps que nous courons à perte. Comment on revient aux sources? Comment on revient? Le prof dit retour aux spécificités, d'accord. Lesquelles? Comment on revient? Prise en compte d'abord de celle-ci. Comment on... Prise en compte des spécificités. Prise de conscience même de ce que nous avons des spécificités. Comment on Vous revient? dites il faut construire une boîte noire. Comment on construit la boîte noire? Nous sommes en 2017. Depuis quelque dans temps, un univers mondialisé. Depuis quelque temps, nous fonctionnons en cercle fermé qu'on appelle la Grande Confrérie panafricaine, où je suis avec le professeur Hazard, Vaudou, le Bouitier, etc. Nous nous retrouvons presque tous les 3 ou 4 mois. Nous écrivons les textes sacrés africains dans moins de 6 mois, pour que l'Afrique ait aussi ses zones de référence. Ça, c'est le comment. Puisque le président Talon a décidé qu'on irait 5 hectares chez lui et on va faire notre mec au Togo, au Bénin. Nous devons rationaliser ça. Les autres ont leur mec, les autres ont leur Rome, les autres ont leur centre. Il nous faut aussi nos synagogues. C'est le comment. Deuxièmement, oui, oui, allez-y, deuxièmement, la science. Je m'efforce depuis un certain temps d'écrire dans tous les domaines de la connaissance parce que ce que le professeur disait tout à l'heure, c'était qu'il nous faut les choses à nous. Bon, peut-être on reviendra tout à l'heure puisqu'on va aborder la question scientifique, la question de l'éducation tout à l'heure. Oui, évidemment, on ne fait qu'amorcer. Mais sur la construction de la boîte noire, évidemment, j'apprends maintenant, et les téléspectateurs, et peut-être d'autres personnes autour de nous ici, que certains traditionalistes africains sont en train de reconstruire la boîte noire. Intellectuels. Oui, mais déjà, ça souffre de préjugés, vous le savez très bien. Et ça aussi, c'est parti du moment de déviation ou d'aliénation, où chaque fois que vous parlez de vaudou, les gens pensent que c'est la magie, c'est la sorcellerie. Je me dis, c'est pas grave, Jésus était seul, il était combattu, d'ailleurs on l'a buté. Mais vous avez vu, 2000 ans après, combien de personnes le suivent? Donc il est tout à fait normal que les gens ne soient pas d'accord. Mais il nous faut un commencement. C'est pareil pour Mohamed. Rien ne commence qui ne soit un danger. Je vais vous dire, même au IVe siècle, lorsqu'on fait du christianisme, la religion d'État, la moitié dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais pourtant, Constantin impose la religion d'État. Donc c'est pour vous dire qu'attention, dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qu'il faut faire et que par ailleurs, nous sommes en devoir de faire. Sinon, le contraire, on ne pourrait pas s'en sortir. Docteur Simodium, comment? Alors, comment?
Là, c'est l'intelligent économique que j'interpelle. Je crois que les réponses ont fourni, les réponses ont été fournies sur le comment. J'identifie deux attitudes qui sont la curiosité et la protection, la prudence. Donc, dans la curiosité, il est question pour nous de comprendre la trajectoire des autres, de comprendre le pourquoi de ce parcours si violent de l'Occident, un parcours obsédé par la croissance, un parcours obsédé par la singularité et la compétition. C'est leur trait. Donc il faut absolument, de spécificité bien entendu, pour emprunter au donc nous devons comprendre le fondement de cette violence, de cette compétition, de cette lutte acharnée pour l'affirmation des singularités. Une fois que nous aurons compris cela, ça c'est pour exercer notre curiosité. Nous devons prendre le résultat de ce processus de compréhension, non pas pour envelopper nos réalités, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, mais beaucoup plus pour féconder nos réalités. Parce que si nous entrons en compétition avec des gens qui sont aussi violents depuis des millénaires, il va nous falloir des instruments de violence. Il va nous falloir... Parfois douce, hein? Bien entendu. Violence douce. Puisqu'il y a la domination, il y a l'influence. La force médiatique, par exemple. Exactement. Elle ne nous agresse pas forcément, mais elle nous entraîne. Nous avons parlé ici du soft power avec Joseph Nye. Cette façon d'influencer et d'amener l'altérité à agir en fonction de vos considérations et de vos intérêts, en croyant servir leurs propres intérêts. Donc, ce double mouvement qui commence par la curiosité doit s'achever avec la précaution. Parce que la précaution nous amène à comprendre que lorsque nous étudions l'autre, ce n'est pas pour adopter ces catégories, c'est pour mettre ces catégories à l'épreuve de notre matrice. Donc, nous devons mettre en place une matrice. La matrice, c'est l'ensemble des priorités qui sont les nôtres, qui sont nos spécificités. Quelles sont nos spécificités aujourd'hui? Et c'est une réflexion qui doit partir de notre société africaine traditionnelle, dans laquelle on a très bien constaté qu'il y avait une volonté d'harmoniser la société, une volonté d'établir l'équilibre entre le souci de la gestion économique et le souci de la gestion culturelle, un souci de solidarité, de convivialité, de partage. Là où l'Européen qui est arrivé avait travaillé beaucoup plus le côté individualiste, le côté compétition, le côté singularité. Donc, aujourd'hui, je suis pour une catégorie que Borbasson ne va pas beaucoup apprécier, c'est l'hybridité. Parce que, voyez-vous, nous ne pouvons plus aujourd'hui dire la religion chrétienne, c'est pour l'Occident. La religion chrétienne, c'est une catégorie aujourd'hui qui peut être neutre. Sur le plan stratégique, nous pouvons même l'instrumentaliser. Nous pouvons utiliser le christianisme pour atteindre nos objectifs. D'ailleurs, je me plais souvent à dire... Non, vous allez répondre juste après. Non, moi je ne pense pas de l'hybridité. Et je ne pense non plus le conflit. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui sont chrétiens le restent. Mais l'hybridité, c'est une mauvaise chose qu'on n'a pas pour soi. C'est-à-dire que quand vous êtes intuitif, parce que vous dansez bien le bikutsi, parce que vous battez bien le tam-tam. C'est une danse camerounaise, le bikutsi, pour ceux qui nous regardent dans l'Afrique. Vous ne faites pas la culture africaine. La culture africaine doit être dynamique. Vous devez faire la science de ce dont vous êtes en train de parler. Je veux vous dire, il y a des gens qui vont, ils regardent les pirogues, ils regardent les mailles, ils disent oui, voilà notre culture. Ce n'est pas votre culture, c'est les traditions. Ce sont les réponses que nos parents ont données à cette époque. Mais nous, on dit quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons plus de pertinence scientifique. C'est-à-dire, comme on a fait le bateau comme ça ou la pirogue comme ça, nous aussi on fait ça. Bon, comme on dansait comme ça, bon, on danse comme ça. Non, nous avons changé d'époque. Nous devons rationaliser pour qu'on n'entre pas dans une hybridité. Alors, je rappelle que vous êtes un haut responsable au ministère camerounais de la Culture. Hein. Juste soit dit en passant. Malheureusement, je fais que ça, mais les autres, non, ça ne suit pas. La définition de la culture comme une réponse qu'un peuple apporte aux problèmes qu'il rencontre à un moment donné de son histoire, c'est effectivement la définition que j'ai donnée ici la semaine passée. Et c'est à ce niveau que se situe l'intelligence culturelle. L'intelligence culturelle consiste à considérer les forces, parce qu'il s'agit d'un rapport de force, considérer les forces en présence et à instrumentaliser les acquis de toutes les forces en présence. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous replier sur nous en disant, voilà, vous êtes chrétiens, nous sommes de la culture africaine. Je persiste à dire qu'il y a 30 millions de chrétiens en Chine et ces chrétiens ne sont pas liés au pape qui est au Vatican. Le christianisme entre les mains de la Chine, c'est un instrument.
de même que le confucianisme, de même que le bouddhisme, de même que le shintoïsme au Japon. Donc, la religion doit devenir un instrument de guerre parce que si on ne le dit pas, par pudeur, moi je peux quand même de temps en temps l'affirmer, nous sommes en guerre et nous devons considérer que nous sommes inscrits dans un processus de rapport de force. Et c'est pour cela que je disais que nous devons étudier le fondement de la violence occidentale et emprunter certaines catégories qui peuvent nous permettre de gagner cette guerre dans laquelle nous nous situons. Alors, je pense qu'il ne comprend pas ce que je dis. On va prendre une petite pause, oui. Oui, je dis rapidement. Docteur, ce dont il est question, ce n'est pas d'aller chez l'autre sans savoir ce qu'on a. Et je persiste. Ce n'est pas parce que vous vivez chez vous que vous savez ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut mettre en livre, en science, tout ce que nous savons. Sinon, vous perdez tout quand vous allez chez l'autre. Parce que c'est le cerveau qui arrive à sélectionner sans vous. Ce n'est pas vous conscient qui sélectionnez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que comme ma cuisine est comme ça, comme les cases bamlékées sont comme ça, vous dites bon, je vais aller chercher pour l'autre. Non. Décrire la case bamlékée, quelle est sa structure, quelle est sa géométrie, elle est organisée comment, sur quelle base cosmogonique. Sa philosophie. Sa philosophie, ce n'est qu'à partir de ça que vous pouvez prendre chez l'autre. Notre drame à nous tous, c'est qu'on n'a jamais fait pour nous. On a pris ça intuitivement, on a la prétention d'aller être hybride, c'est faux. Donc, nos fondements à nous, notre socle à nous n'est pas solidifié. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que je parle de la matrice. En fait, nous disons la même chose, sauf que... Non, c'est pas la matrice. J'ai dit la matrice, c'est-à-dire l'ensemble des priorités, des spécificités culturelles, socio-culturelles qui sont les nôtres. Je parle du socle de ce que vous êtes. Les priorités viennent après. C'est-à-dire que les priorités, c'est un choix après. Mais nous, on doit apprendre à nos enfants ce que cela est. Comme le petit juif, on lui apprend son judaïsme dès le début, et après, il cherche ses priorités. C'est la boîte noire dont nous avons besoin. Être capable de dire qu'en Afrique, le droit, c'est ça, l'économie, c'est ça, la religion, c'est ça, c'est ça. Et après, lui-même devient hybride. Mais vous faites le contraire, vous n'êtes jamais hybride. De toute façon, on respire juste quelques minutes et on revient. Là, quand on revient, on y va pas à pas, vraiment point par point. Quelques points qui nous ont été suggérés par cet ouvrage que j'ai utilisé un peu comme le référentiel en préparation de cette émission. Et si l'Afrique se réveillait? Parti de 2003, réédité en 2016, un peu d'ailleurs comme Repenser l'Afrique, Repenser le développement, 2011, j'ai dit 2011 et 2016. Donc, il a fait l'auteur Paul Fokam Kamounié, qui est un magnat camerounais de la finance et qui aujourd'hui a une certaine vue, un certain regard sur un certain nombre de choses. On va, si vous le voulez bien, on va essayer de reparcourir un peu. Il a fait quelques propositions. On va les revisiter un peu en les enrichissant autant selon nos sensibilités respectives. Une petite pause et on se retrouve derrière. Alors, quels sont les traits caractéristiques de l'Africain? Nous sommes tous d'accord qu'on peut garder le terme développement. On est d'accord, professeur? Tout à fait. Maintenant, on y met nous-mêmes un contenu. Mbok Basson dit, avant de penser à y mettre un contenu, il faut que nous nous retrouvions. Qui sommes-nous en réalité? Et je vous propose une démarche que je tire, qui m'est inspirée de l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure. Et si l'Afrique se réveillait, il fait un certain nombre de préconisations et de formulations. Et moi, ça m'a inspiré une démarche qui nous permettra de construire ou de déconstruire des préjugés. Je voudrais qu'on commence par des valeurs. La valeur travail. On dit que l'Africain est paresseux. L'Africain peut-il se développer en étant paresseux? D'abord, est-ce que c'est vrai? Pas du tout, pas du tout. Tout cela relève, à mon avis, des schémas totalement ressassés et qui ne sont pas vrais. Pour la bonne et simple raison que pourquoi est-ce que l'attitude de certains Africains au travail a-t-elle été acquise de cette manière? Parce qu'en fait, ce travail dont on parle, c'est un travail qui a été imposé de manière, je dirais, rusée. Parce que quand on introduit en Afrique le travail monnayé, c'est-à-dire qu'on vous demande de payer des impôts, et on choisit dans une famille quelqu'un qu'on va emmener dans du travail forcé,
pour produire cet impôt monétarisé. Bon, ça veut dire qu'en fait, on l'arrache de son milieu et on lui impose un fonctionnement, un, qu'il ne connaît pas, deux, qui n'est pas dans son intérêt, et trois, qui viole sa personnalité culturelle. Je crois que c'est là le dysfonctionnement majeur. Donc le travail dont on parle, ce n'est pas le travail des champs, ce n'est pas le travail de l'acquisition des connaissances au clair de lune, ce n'est pas le travail de la sagesse qui était transmise de père en fils, de mère en fille, etc. Ce n'est pas ce travail. C'est le travail rémunéré dont la grosse partie ne revient pas à celui qui l'effectue. Et c'est pour ça que nous avons développé un ensemble de dictons du genre, et moi je suis très réfractaire à ça, le travail du blanc ne finit pas. Donc il y a la contrainte, il y a une sorte de domination, mais il y a aussi une grande exploitation. Je crois que c'est ce travail dont il s'agit. Mais ce n'est pas le travail dans nos villages, où les gens travaillent au contraire, du matin jusqu'au soir, des fois sans discontinuer. Parce que c'est ça la vérité. Il y a des gens qui sont dès le matin au travail et qui n'en repartent que la nuit tombée. On ne peut pas dire qu'ils soient fainéants. Alors, en même temps, ce travail dont vous faites l'apologie, le travail de l'Africain, il ne crée pas suffisamment de richesse. On est toujours dans la pauvreté. Non, je voudrais ce qui laisse l'impression que l'Occidental, lui, il produit des richesses, il se développe, il avance. Bon, je crois qu'aussi que je crois qu'il faut qu'on soit bien clair. La catégorisation et l'appréciation. Il est important de revenir même sur la notion. Quand vous demandez dans nos langues, qu'est-ce que c'est que le développement? Personne ne vous parle de quantité. Tout le monde vous parle de qualité. C'est un rapport à l'autre humain. C'est ça le développement. Celui qui est riche dans le contexte de chez nous, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui qui a beaucoup de contacts humains et de réseaux de connaissances. C'est ça celui qui est riche chez nous. Donc je pense qu'il y a aussi là un problème. Beaucoup de ceux qui ont, entre guillemets, analysé l'Afrique dans les années du XVIIIe siècle et XIXe siècle n'ont rien compris à l'Afrique dont ils prétendaient être des experts. Parce qu'après, retourner en Occident, c'est eux qui faisaient des conférences soi-disant sur l'Afrique. Mais l'Afrique dont ils parlaient était une Afrique imaginaire qui sortait droit de leur cerveau, mais qui n'avait rien à voir avec la réalité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Pour nous, le travail réel consiste à se mettre à renforcer la communauté. Et c'est pour ça que quand vous avez volé à la communauté, la sanction est terrible. Le bannissement. Quand vous volez à un individu, on est encore prêt à vous pardonner d'une certaine façon. Donc je crois que le travail pour nous, ce n'est pas le travail forcé. Parce qu'en fait, c'est les constructions dont on parlait, les chemins de fer, les routes, les ponts, ça a été construit par qui? Par ce travail forcé. Et c'est pour ça qu'il y a un désintérêt vis-à-vis de cela, parce qu'on n'y trouvait pas notre compte. En fait, ce travail ne rapportait pas à ceux qui l'exécutaient. Et je pense que c'est ce paradoxe qui a créé cette distance, qui a créé même cette méfiance vis-à-vis du travail, qu'on a appelé, à tort ou à raison, le travail du blanc. Moi, aujourd'hui, je combats ça. Je dis qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faut que nous créions des raisons pour un travail qui nous rend meilleurs et qui facilite nos conditions de vie ici et maintenant et aujourd'hui. Bon, alors, docteur Simodian, on est tous tombés d'accord tout à l'heure qu'on peut prendre chez l'autre ce qui est bien. Alors, je suis à la page 66 de cet ouvrage dont je parlais tout à l'heure. Dr Paul Fokam il fait l'apologie du réveil asiatique. Et il pose une question. Comment ces économies, la Malaisie, l'Indonésie, Taïwan, Hong Kong, Singapour, comment ces économies ont-elles pu, en si peu de temps, faire accéder des pays dépourvus de richesses naturelles au rang de puissance à rayonnement mondial? Il y a des raisons comparables à celles rencontrées en Occident. Différence déterminante, pourtant, le facteur travail en termes de qualité et de coût, car la qualité de la main-d'œuvre est comparable, le niveau technique demeurant en faveur de l'Occident. Ce qu'il dit, c'est qu'il fait l'analogie avec l'Occident. Et il précise bien que si ces pays aussi, ces pays d'Asie ont pu se développer, c'est qu'ils sont su tirer de l'Occident la valeur travail. C'est parce qu'ils ont aussi su se préserver de l'Occident.
Parce que si le christianisme, comme on le disait tout à l'heure, était arrivé en Occident, et était arrivé en Asie, les Asiatiques auraient la conception du travail, la conception de la mythologie chrétienne du travail. Quelle est la conception de la mythologie chrétienne du travail? Le travail est une punition, c'est une sanction. Lorsque vous avez désobéi à Dieu, vous êtes infligé du travail. C'est un fardeau. Tout commence par là. Donc, à ce point? C'est dans la Bible, c'est dans la Genèse, le livre fondateur, c'est dans le tout premier livre. C'est parce que la femme a désobéi que Dieu l'a punie en lui disant « Tu seras obligé de travailler ». De la même chose à la femme et puis à l'homme, à Adam. Et puis, je crois qu'il y a même une expression qui est passée dans l'imaginaire et qui dit « La femme est en travail », c'est-à-dire elle est en cours de parturition. On appelle cela le travail, c'est le labeur, c'est pénible, c'est difficile. Dans cette conception du travail, l'Asie en a été préservée. Du coup, l'Asie a continué de considérer que ce n'est pas le travail qu'on crée la richesse. Et elle s'est investie au travail. Et je crois que de ce point de vue, le christianisme... Mais si le christianisme est occidental, en tout cas, de propagation occidentale, ben là-bas, ils ont eux-mêmes un rapport différent au travail. Ils ont un rapport différent au travail. Voyagé. Ils travaillent beaucoup, les Occidentaux. Bien entendu, pour comprendre, ça n'a pas toujours été la même chose. Il y a une évolution de la conception du travail en Occident. Par le passé, on a eu la conception de la mythologie chrétienne. Elle a existé en Occident. Mais par la suite, on s'est rendu compte que pour transformer les sociétés, au sortir du Moyen-Âge, dans les années 1450, il fallait absolument travailler. Parce que l'Europe, avec la conception de la mythologie chrétienne, a perdu 1000 ans. Parce que le clergé et le féodalisme s'arrangeaient pour réduire en esclavage une bonne partie de la population. Et au terme de ces 1000 ans, on est revenu au travail avec les valeurs du protestantisme, avec les valeurs du calvinisme. C'est le travail. Tu prends ton destin en main et puis tu transformes ta société et tu n'attends pas d'aller au paradis pour vivre le bonheur. Donc tu deviens le maître du monde. Donc au sortir du Moyen-Âge... Ça aussi promeut le libéralisme. Bien sûr, au sortir du Moyen-Âge, on assiste donc à un mouvement de libération. On a parlé de la Renaissance avec l'invention de l'imprimerie et puis la découverte, la prise de Constantinople par les Turcs qui a fermé le commerce maritime entre l'Est et l'Ouest et qui a permis aux Européens de se réveiller et de se mettre à s'inventer des chemins par voie maritime pour faire le commerce, ce qui les a poussés à découvrir l'Amérique notamment. Parce que pendant 1000 ans, les Européens étaient dans leur confort, ils étaient paralysés par cette conception punitive du travail. Donc, sortis de cette conception punitive du travail, les Européens se sont mis à travailler davantage et puisqu'ils ont produit très rapidement des richesses, ils ont aussi commencé à faire un autre mouvement, ils ont entamé un autre mouvement inverse, c'est-à-dire la consommation. C'est pour ça que le nombre d'heures de travail est d'abord allé croissant et ensuite, au 19e siècle, il a entamé une courbe inverse, c'est-à-dire il a commencé à décroître. Pourquoi? Parce que la richesse a été créée et il faut la consommer. On a besoin de vacances pour aller manger ce qu'on a travaillé. On a besoin. Et l'Afrique s'est donc alignée sur cette pente inverse du progrès. On a commencé à été. L'Afrique a été alignée sur cette pente inverse du progrès. La pente consommatrice. Oui, parce qu'elle n'avait pas encore produit la richesse et elle s'est mise dans son agenda qu'il fallait qu'elle travaille 35 heures, il fallait qu'elle travaille 32 heures. Le jour où ça va descendre à 20 heures là-bas, nous allons nous battre pour travailler 20 heures. Mais moi, j'aimerais vraiment insister pour dire que... C'est vrai que souvent on a la remorque sur cette question. Si les Africains veulent travailler 40 heures, ils travailleront 40 heures. Personne ne les oblige à adopter des heures de travail qui sont incompatibles avec leur niveau de progrès social. Donc, il n'y a personne qui nous oblige à adopter la semaine à 40 heures. Il n'y a personne qui nous empêche de dire nous allons travailler 80 heures. Vous avez parlé du Japon. Je crois que dans ce livre, le docteur Paul Fokam sort un tableau du temps de travail, de la durée du travail au Japon. Si vous lisez le Japon, vous allez voir à la Corée du Sud. C'est l'autre livre. Voilà, donc on s'est aligné. Moi, je préfère dire qu'on s'est aligné parce que
nous n'avons pas suffisamment résisté, nous n'avons pas fait entendre notre conception du travail. Nous nous sommes alignés sur la pente descendante de l'Occident qui avait suffisamment travaillé et qui pensait être déjà en situation de consommer, de prendre des congés, de faire de la plaisance, de rentrer de temps en temps dans le fanien. Donc le défi aujourd'hui, quand on dit comment travailler pour que l'Afrique se développe, c'est modifier la conception du travail. D'abord, le travail n'est pas une punition, c'est une partie de plaisir. Il faut que l'Afrique redéfinisse son rapport au travail parce que le passage de la mythologie chrétienne a largement égratigné le rapport au travail. Le rapport au travail doit être caractérisé par le plaisir. Le rapport doit être caractérisé par un contact qui est agréable. Le travail, ce n'est pas une punition, c'est une partie de plaisir. On doit prendre du plaisir pour travailler parce que sans travail, on ne peut pas transformer la société. Alors, j'aimerais vraiment écouter Mbambok Bokbasson sur cette question du travail. Toi, docteur Timoujom, tu imputes au christianisme la relativisation du rapport au travail, à la vérité. Tu insinues que c'est le christianisme qui a instillé la paresse. C'est un peu plus subtil que ça. Je crois que je pense que nous n'avons pas été à la hauteur de résister. Nous n'avons pas suffisamment résisté à cette injonction. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à une injonction. Si je dis, Cabral, couchez-vous, vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous vous couchez, c'est que quelque part, vous avez adopté mon injonction. Okay. Donc, la résistance à l'injonction de travailler moins n'a pas été suffisante. Ça nous permet donc, et j'y entre avec vous, Mbambok Basson, il y a cette autre ligne directrice que propose Dr Paul Fokam dans son ouvrage, la confiance en soi. Et c'est d'ailleurs, on a écouté Alpha Condé tout à l'heure, professeur, il est revenu là-dessus. Il faut résister à la tentation du mimétisme. Je voudrais quand même résister à l'assistanat. Oui, la notion d'influence et la notion de puissance. Je crois que c'est bon de... Parce que, oui, parce que le monde aujourd'hui n'est pas régi avec le bon vouloir des uns et des autres. Je crois que ce serait présenter une vérité un peu tronquée. Parce qu'il y a un rapport de force qui existe. Le problème pour les Africains, c'est comment se donner de la force et de la puissance. C'est ça. Mais dans le système actuel, il y a ce qu'on appelle l'influence et la puissance. La puissance, c'est la capacité de A à faire adopter à B un comportement qu'il n'aurait pas adopté s'il n'avait pas été ordonné de le faire de manière directe. C'est ça la puissance. Et l'influence, c'est la même chose, mais de manière indirecte, en utilisant d'autres leviers, mais pour obtenir le même résultat. Ça, c'est l'influence. Donc ce n'est pas direct, mais c'est indirect. Alors, il y a quand même un certain nombre d'instruments dans le monde, et un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour amener ceux qui ne veulent pas aller vers une direction à y aller quand même. Et je pense que c'est ça qu'il faut inverser. C'est sur ça qu'il faut travailler désormais. Et à se donner, pour l'Afrique, il n'y a pas de honte à dire que l'Afrique doit adopter une politique de puissance. Ce n'est pas une honte de le dire. Nous étions 250 millions en 1960. Aujourd'hui, nous sommes, à partir de novembre 1989, nous avons dépassé le cap du milliard d'habitants. Donc ça veut dire que nous avons à l'intérieur du continent ce que je appelle, moi, une puissance, une masse critique, voilà, une masse critique pour impulser le développement, à condition que nous nous donnions les outils de le faire, mais surtout la conscience de le faire. Ce qui manque surtout en Afrique aujourd'hui, c'est la conscience de nous-mêmes. Je suis d'accord. Beaucoup d'Africains sont les premiers anti-africains. Quand nous tenons le langage que nous tenons, et Dieu seul sait, les conférences que j'ai pu donner à travers l'Afrique, mais à travers le monde, mes premiers contempteurs, quand je parle d'une capacité de l'Afrique à s'en sortir, malheureusement, c'est d'abord les Africains, qui n'y croient pas, qui pensent que ce sont des rêves d'un universitaire. Il sortira de ce rêve pour revenir soi-disant à la réalité. Mais quand vous avez cette posture mentale, vous ne pouvez pas vous avancer. Alors, Mbambok Basson, vous qui dites revenons aux sources, reconstruisons le socle. La bonne noire. Il faut donc aujourd'hui faire face aux puissants et aux influenceurs. C'est la spiritualité. Ça revient au même. Comment on sort de là?
La confiance, ce n'est que la spiritualité. Qu'est-ce qui dope l'esprit? Quand le médecin vous dit, si vous y croyez, vous n'allez pas mourir, vous pouvez vaincre la maladie. Parce qu'il faut faire que le cerveau entre en résonance avec de nouvelles capacités créatrices qui font que vous réduisez sa chute. Si vous dites au cerveau que vous ne voulez pas être riche, il va vous dire moi-même je ne voulais pas être riche. Si vous lui dites que je serai riche, il exécute. Le cerveau fonctionne par la volonté. Et cette volonté ne peut être que spirituelle. Je vous explique pourquoi. L'Occident du 9e au 14e siècle est dominé par l'islam. C'est l'islam arabe qui lui enseigne d'où viennent ses ancêtres. L'Occident arabe découvre ses ancêtres par les Averroès, tous les savants là qui sortent en Andalousie. Voilà, en Andalousie, surtout dans la zone d'Andalousie. Alors l'Occident dit que, mais si ce sont mes ancêtres qui ont tout fait, je fais quoi avec les Arabes? C'est ça la Renaissance. On recommence à étudier la Grèce et Rome. On reporte sur la Grèce et Rome les capacités d'initiative nouvelles. On réétudie Platon, on réétudie Aristote, on réétudie les mœurs métaphysiques de la Grèce et ça donne ce que vous voyez, le siècle des Lumières. C'est pour ça que je vous dis, ne vous trompez pas. Périclès, bien sûr. Nous, c'est pareil. Le Mali a été première puissance du monde. Tombouctou, c'était tout le monde y venait. C'est de là que vient tout ce monde arabe qui va coloniser l'Andalousie. L'Égypte pharaonique, pareil. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Ce n'est pas la discipline pour la discipline. C'est la spiritualité qui était en vogue. La preuve, il n'y avait pas de prison. Comment vous pouvez avoir 500 millions d'habitants dans un empire comme le Mali sans une seule prison? Sans qu'il y ait un seul chômeur? Mais posez-vous des questions. Les calculs de Louise-Marie Diop-Maïs nous disent qu'avant la colonisation, il y avait 800 millions d'habitants dans cette Afrique que vous voyez. Presque le même taux qu'aujourd'hui. Comment le Cameroun, qui a 20 millions d'habitants, a les prisons pleines, et comment un empire de 500 millions d'habitants n'a pas de prison, y compris dans nos villages actuels où il n'y a pas de prison? Parce que c'est une vision du monde différente. C'est pour ça qu'ils se sont développés. Et lorsque le christianisme et les missionnaires sont arrivés, ils ont cassé la mouvance et on a des retombées d'une élite malsaine, incompétente, qui triche partout, qui va chercher tout. Et brusquement, vous ne pouvez pas avoir de développement. Et qui se reproduit aussi. Vous ne pouvez pas avoir de développement face à une élite comme celle-là. Donc il nous faut refaire la Renaissance. N'oublions pas que l'occidental ne vient plus maintenant. Il se fait remplacer par nous-mêmes. Mais par nous-mêmes, c'est pour ça qu'on doit faire la Renaissance, exactement comme ils l'ont fait avec le monde arabe qui les a sauf colonisés. que vous avez des contempteurs pour emprunter aux profs qui, lorsqu'ils essayent de vendre une autre vision de l'Afrique, ce sont des Africains qui s'opposent à lui. D'abord. Mais c'est d'autres Mbombok qui vont s'opposer à toi, Mbombok. Oui, mais la Renaissance ne s'est pas faite facilement. Vous avez entendu Galilée, il a failli à mourir. Son ami Giordano Bruno a été brûlé. La chasse aux sorcières, l'Inquisition. Mais la résistance a toujours été. Je vais dire que ce que vous voyez n'est pas fatal. C'est même parce qu'il y a ça que nous devons résister. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le désordre. Le désordre, si vous ne l'arrêtez pas et vous ne mettez pas en marche une égantropie, comme on dit, vous êtes mort. Parce que c'est une loi naturelle, la mort. Une société qui ne s'éveille pas à sa vie décède. Pourquoi ils sont sur nous? Parce qu'on est un cadavre. Quand un cadavre est pourri, les mouches viennent. Et pour que les mouches ne viennent pas, il faut renaître. Pour renaître, il faut reconstruire mentalement et scientifiquement la société. D'où le travail de Cheikh Anta Diop. Parce que si Cheikh Anta Diop ne nous montrait pas ce qu'était le niveau de civilisation, et d'où l'opposition farouche à Cheikh Anta Diop. Mais je vous ai fait une allusion tout à l'heure. À vous écouter, chaque Africain à sa naissance devrait avoir un ouvrage de Cheikh Anta Diop. Mais si vous ne l'avez pas lu, malheureusement, vous ne pouvez rien écrire. Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas lu Cheikh Anta Diop, vous voulez écrire quoi? Attention. Et c'est ça le drame qu'on a. Vous êtes un peu sévère. Non, je ne suis pas sévère. Je vous ai dit que soit vous répétez la connaissance des autres et vous n'êtes pas un scientifique, soit vous refaites votre propre connaissance pour être scientifique comme les Descartes, les Leibniz, etc. Ils ont refait la Renaissance pour devenir ce qu'ils sont. On va, tout à l'heure, on va constater la fin de l'émission, ce sera sur la question du savoir. Alors, Arthur, moi je voudrais partager avec toi une anecdote qui m'a été rapportée par un enseignant qui m'a dit, ils ont atterri à Mombé, c'est une ville indienne, je crois, c'est pas 3 heures du matin, et les gens montaient,
les gens descendaient, les gens s'affairaient, et l'un d'entre eux a demandé à ceux avec qui il avait voyagé, mais il est quelle heure ici? On lui a dit, on est au milieu de la nuit, et il a posé la question, mais ici on ne dort pas? Ben, on lui a répondu, ici on ne dort pas. Il y a des équipes de nuit, il y a des équipes du jour. À Yaoundé au Cameroun, quand il a plu de surcroît, il vous est même difficile de trouver un taxi parce que les gens dorment à 22h, 23h. Est-ce que c'est encore l'occidental? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce que j'ai retenu, enfin... On pourrait même aller plus loin. Il y a certains peuples, par exemple pour prendre le cas du Cameroun, qui se montrent beaucoup plus entreprenants. Il y a certaines régions du Cameroun, lorsque vous y voyagez à 4h, 5h du matin, vous croisez des gens qui vont au champ. Bien sûr. Résultat des courses, il n'y a pratiquement plus de forêt là-bas, tout est cultivé. Ouais. Vous passez dans une autre région du Cameroun, vous faites 300, 400 km, il y a la forêt à gauche, il y a la forêt à droite, ils sont dans le même pays. Eh bien, je veux comprendre. Je crois que le docteur tout à l'heure a parlé d'un tableau dans ce livre qui résumait en fait les nombres d'heures. Dans la zone dont vous parlez, il y a des gens effectivement qui vont travailler 10 heures, qui vont prendre plaisir à travailler, parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'ils vont transformer la richesse, parce qu'on parlait de développement tout à l'heure. Et je disais, pour moi, se développer, c'est avoir la capacité de pouvoir transformer le mieux l'environnement dans lequel je suis, pour pouvoir me sentir mieux. Ok? Ça veut dire pour le faire, il faut donc que j'y investisse de l'énergie, de l'énergie. Donc, si moins d'énergie j'investirais, moins j'aurais la capacité de transformer mon environnement et moins je pourrais être épanoui. C'est pour ça qu'effectivement, si vous parlez des zones les plus développées du Cameroun, soit en termes de production, soit en termes de bien vivre, on se rendra compte que dans ces zones-là, il y a effectivement une capacité à travailler plus longtemps ou à prendre plaisir à travailler plus longtemps que dans d'autres. C'est culturel une fois de plus. Alors, voilà. Certainement. Cabral, si vous permet. Oui, alors très rapidement, parce que je voudrais qu'on se focalise pour finir sur la question de l'éducation, du savoir. Là, il y a un point qu'il faut vraiment préciser, c'est le leadership. Quand vous avez une société qui est pluriculturelle, avec des composantes qui ont des rapports distincts avec la nature, vous avez le Sahel, vous avez la forêt, vous avez les hautes montagnes, il s'établit une diversité de l'anthropologie du travail. Donc tout le monde n'a pas le même rapport à la nature parce qu'ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés lorsqu'il faut transformer la nature. Ils n'ont pas les mêmes facilités pour accéder aux ressources de la nature. Donc du coup, le travail du leadership consiste à faire une sorte d'égalisation des ressources et puis des capacités et des capacités qui vont permettre à ceux qui ont plus de capacités pour transformer leur environnement de se mettre au service de l'ensemble et donner en même temps à ceux qui, du point de vue naturel, sont dans des contextes qui les inhibent à avoir la créativité, le goût de la créativité. Si vous regardez le cas de Singapour, c'est ce qui s'est passé. À Singapour, vous avez une grande majorité de Chinois, une petite minorité de Malais et une autre petite minorité de musulmans. Et il est établi que les Chinois sont plus créatifs. Donc il a fallu que Lee Kuan Yew, le père fondateur, le père du miracle italien et Singapour, travaille sur l'égalisation des capacités des différentes composantes sociologiques du pays, donne la possibilité à ceux qui sont musulmans et ceux qui sont malais de la possibilité de travailler tout autant que les autres et donne la possibilité également aux Chinois de produire sans dominer les autres. Donc, il y a un travail de leadership qu'il faut accomplir pour permettre à la société d'avoir non pas seulement le développement des ressources, mais la prospérité qui est un développement harmonieux, équilibré entre les différentes composantes. Ça nous ramène à la philosophie de Mokpasson, la mutualisation, qu'on sorte du rapport de domination. Alors, on prend juste une petite pause et on aborde la question pour finir, ce sera la dernière ligne droite, la question de la domestication du savoir. A tout de suite. Le savoir en question, professeur, pour se développer, quel que soit ce qu'on y met,
Mbok-Basson n'a eu de cesse de le dire, la science, la science, la science. L'Africain et le savoir. Quelle est votre perception? Je pense qu'il est dangereux de généraliser, parce que l'Afrique est un continent pluriel et immense. Parce que quand on parle de l'Afrique, c'est quoi? C'est, sur le plan géographique, 30 millions de kilomètres carrés, qui inclut les États-Unis, l'Asie, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'Europe, et tout ça, dans un seul continent. Donc, quand on parle d'Afrique, on doit faire très attention, parce qu'il y a une grande variété. Mais, il y a un rapport quand même que l'on remarque au savoir, qui est un rapport assez effrayant aujourd'hui, sur le plan négatif. Je parle de cette période-ci. Beaucoup d'Africains, malheureusement, ne pensent pas que l'investissement majeur, l'investissement central, l'investissement incontournable, c'est la connaissance. Fondamentale. Oui. Mais quand vous parlez aux familles africaines, aux parents africains, ils vont investir en dernier lieu dans tout ce qui est connaissance et savoir pour leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Parce que les enfants ne suivent que ce que font les parents. Dans une maison où les parents ne lisent rien, ne s'intéressent à rien, ne posent pas de questions, ne croyez pas que les enfants seront différents. En réalité, c'est le parent qui montre l'exemple à sa progéniture. Je dois regretter que dans un livre comme Repenser le développement à partir de l'Afrique, pour être concret, et je pense que ce n'est pas l'éditeur qui va nous démentir, il n'y a pas eu des commandes des structures, c'est-à-dire les structures qui sont supposées réfléchir sur les questions de développement, sur les questions de culture, n'ont pas passé des commandes de masse. Et je crois que c'est très grave, parce que justement ça vous montre que nous pensons que d'autres viendront réfléchir à notre place, penser aux solutions à nos problèmes, et puis nous les imposer par extraordinaire. Je dis non. Je dis qu'il n'est pas de la responsabilité. Il n'est pas de la responsabilité des autres de trouver des solutions à nos problèmes en dehors de nous-mêmes. C'est pour ça que le système scolaire, le système universitaire doit se reformater pour faire en sorte que les apprenants acquièrent des outils pour solutionner les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes Africains qui ne s'intéressent pas aux études en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on leur apprend tout, sauf ce qui concerne leur environnement immédiat. Ils vont être très forts pour vous parler de Constantinople, pour vous parler de Vercingétorix, je ne sais pas trop quoi. Mais ils ne seront pas en mesure de vous alimenter leurs travaux de citations étrangères. Et c'est pour ça que l'immigration est facile. Parce qu'on vous forme pour être opérationnel dans toutes les sociétés en dehors de la vôtre. Donc vous avez des gens qui sont très bons ici, parce qu'ils sont formés, ils sont formatés pour aller intervenir ailleurs. Je pense qu'il est temps. Mais vous avez bien été formé ailleurs, mais vous travaillez pour l'Afrique aujourd'hui. Je travaille pour l'Afrique, mais après... Mais vous avez reçu le même formatage. Pas du tout. Parce qu'au fur et à mesure que j'allais... Moi, j'étais à Cambridge, j'étais à London School of Economics, j'étais à toutes ces universités. Mais qu'est-ce qui est la particularité de ces universités? C'est la tradition pour améliorer la vie de son contemporain. C'est ça la tradition. Et donc, je me suis posé la question de savoir quelle est la différence entre l'université africaine et l'université en Afrique. L'université en Afrique prend de toutes les influences, y compris les plus déstabilisatrices. Mais elle est une université en Afrique parce qu'elle est géographiquement située sur le continent. Cette université peut faire du bon et peut faire du mauvais. Mais l'université africaine travaille pour améliorer le socle africain de civilisation et l'adapter au monde d'aujourd'hui pour projeter l'Afrique dans l'avenir. Pour moi, c'est ça l'université africaine. Et donc, j'ai réfléchi sur tout ça. Je me suis dit, on ne peut pas s'en sortir si on compte sur les autres pour faire ce qu'on doit faire. Mais prof, la situation est d'autant plus grave. Et j'interpelle l'enseignant que vous êtes, parce que je rappelle encore que vous êtes professeur titulaire des universités, chef de département à l'Institut de relations internationales du Cameroun et actuellement secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, l'université phare au Cameroun. Alors, les recherches, et c'est ce que Mbok-Basson essaie de dire, et je suis sûr qu'il va le redire tout à l'heure, il faut complètement réorienter la recherche scientifique aujourd'hui. Tout à fait. La ramener à nos civilisations. Mais vous allez donc faire cette recherche comment lorsque celui qui doit vous diriger a été formaté en France, par exemple? Non, ce n'est pas le fait qu'il ait été formaté en France. C'est le fait de ce qu'il a tiré de sa formation en France.
ou aux États-Unis, ou en Chine, ou en Inde, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, ou d'Africains d'ailleurs, qui se retrouvent dans toutes ces zones culturelles. La question, c'est qu'est-ce que vous avez tiré de votre séjour là-bas par rapport au savoir? C'est ça la question. Et dans toutes ces civilisations, il y a un rapport au savoir. Ce rapport au savoir chez nous a été coupé avec nous-mêmes. On a tenté de substituer notre savoir endogène et homogène. On y a substitué autre chose qui n'a rien à voir avec nous. D'où, justement, le dysfonctionnement. Et je crois que ce qu'il faut refaire aujourd'hui, c'est remettre les morceaux en place. Et ce que j'entends par là, c'est de dire qu'on ne peut pas être africain et ne pas connaître un certain nombre de fondamentaux de l'Afrique. Or, la plupart des grands Africains sont à la peine de vous parler de l'Afrique. C'est très grave. C'est très grave parce que, en réalité, c'est des imposteurs. Parce que quand ils arrivent devant un public non africain, on pense qu'on a affaire à des Africains, mais en fait, ce n'est pas des Africains, dans le sens culturel du terme. Et ils se prévalent d'ailleurs du fait d'en savoir moins sur l'Afrique comme quelque chose dont ils doivent être fiers, ce qui est naturellement, je dirais, une abomination. Parce que la raison pour laquelle on vous fait venir, c'est quand même pour apporter votre spécificité. La mondialisation, c'est quoi? C'est justement cette capacité justement de sublimer la diversité, de laquelle nous nous enrichissons tous. Mais si nous devons copier ce qui se fait ailleurs, en disant que c'est le meilleur, et nous-mêmes ce que nous avons apporté n'est rien, nous avons un problème sérieux. Donc le savoir doit être contextualisé, mais il doit avoir pour objectif d'améliorer les conditions de vie d'abord de la communauté, parce que nous sommes en Afrique, et ensuite de l'individu, mais pas le contraire. Alors, Mbok Basson, vous êtes juriste de formation? Non, je suis géologue. Non, vous êtes géologue. Pourtant, vous êtes auteur de cet ouvrage. La théorie du droit en Afrique, concept, objet, méthode et portée. Moi, je l'ai commandé parce que je suis juriste de formation. Je me suis dit, ben, tiens, s'il y a un ouvrage sur la théorie du droit en Afrique, ben moi, je vais me le procurer. J'avoue que je ne l'ai pas encore entièrement lu. Mais je vous pose la question, j'ai eu envie de vous la poser depuis. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et c'est dans le prolongement de la question que j'ai posée au prof tout à l'heure. Vous êtes en train de systématiser, je rappelle que dans l'université de Yaoundé 2, il y a par exemple tout un département de théorie du droit où tous les grands ouvrages qui sont étudiés sont effectivement des ouvrages français, américains, puisque le droit que nous apprenons, c'est le droit gréco-romain, romano-germanique, c'est ce droit qui est revenu en Afrique. Donc vous pensez qu'il y a un droit africain, encore qu'on pourrait trouver une nuance dans votre titre, la théorie du droit en Afrique et la théorie du droit africain, ça pourrait être deux choses. Mais s'il y a des royaumes africains, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait le droit? Vous pensez que l'empire du maïs s'est fait comme ça? C'est ça le problème. Vous pensez que l'Égypte s'est fait comme ça avec le droit positif? Le droit positif est tardif. Avec Machiavel, tout au plus bas Aristote, c'est vrai, mais ce n'était pas ça le droit positif. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je tente de faire ce que les autres devraient faire. Nous tous, nous devions faire. J'ai aussi écrit en économie, une théorie économique africaine. J'ai écrit la philosophie africaine. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais les autres ne sont pas préoccupés. Ils ne sont même pas passionnés. Du coup, je me donne un projet. Justement, l'Afrique ne passionne pas beaucoup de chercheurs. Parce que c'est le niveau d'aliénation qui est atteint. Vous êtes dans une nasse complète. Le professeur Ngando m'a permis de faire un séminaire là-bas et je m'en suis rendu compte. Oui, il est par ailleurs le directeur du centre de ressources documentaires de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Et il est chef de département de pluralisme, théorie et pluralisme juridique. L'avantage, c'est que l'historien du droit, donc il sait que personne ne peut s'accaparer la légitimité du droit. Et c'est ainsi qu'il m'appelle. Or, je me rends compte que les étudiants ne savent rien sur les enjeux du droit, de la pensée qui se fait. J'ai été obligé de refaire près de 20 pages pour leur dire que ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'eux, ils pensaient que c'est moi qui leur apporte des choses qui me passent par la tête. J'ai dû prendre tous les auteurs qui disent de l'Afrique des choses extraordinaires pour leur dire vous-même lisez. Voilà ce que vos maîtres eux-mêmes. Vous aimez les Blancs? Je vous donne donc ce que les Blancs écrivent. Le problème, c'est que vous ne voulez pas lire.
Vous voulez vous contenter de ce peu-là qui est venu tardivement, et puis vous croyez que c'est sur cette base que vous allez... Vous abordez là une question qui est si chère au professeur Pondi. Je rappelle qu'à l'Université de Yaoundé 1, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait une foire du livre. Et on échangeait sur la 40 000 livres et il me disait qu'il ne sentait pas un réel enthousiasme des étudiants à aller s'en procurer. Parfois, somme très modique, 1000 francs. 500 francs. 500 francs, c'est pas. Mais les enseignants, même, ça ne les intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord la méthodologie. Il ne faut plus permettre aux étudiants de faire des thèses si la question posée ne s'en réfère pas prioritairement, au moins dans un chapitre ou une première partie à l'Afrique. Parce que ce vide qu'on crée autour de l'Afrique, vous faites des thèses de droit, des thèses d'économie, mais nulle part on ne dit ce que l'Afrique a fait au produit. Comment voulez-vous être compétitif pour demain? Ou bien fier. Ou fier de vous-même. Surtout que sur ces questions qui sont un peu aériennes, les Occidentaux, ils ont travaillé là-dessus. Parfois parce que la ressource documentaire aussi est plus accessible quand on travaille sur ces questions qui ont été abordées par les Occidentaux. C'est le manque d'audace. Même si on vous montre ce qui a été dit, si c'est même dit par un blanc que pouvoir, bon, vous allez dire que c'est pas bon. Tu vois, la question est là. La question de la théorie. Quand on met chapitre 1, la Constitution, chapitre 2, les partis politiques, chapitre 3, les syndicats, je dis au hasard. Mais ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous avez une tradition de théorie politique des partis, des syndicats? Il faut que nous remettions les théories dans tous nos systèmes éducatifs. Théorie du droit, théorie de l'économie, théorie de l'architecture, sociologie, philosophie, etc. L'Africain qui n'a pas ça est un mauvais Africain. Il va produire dans le cadre du relais du modèle occidental qui par ailleurs l'a servi. Vous voyez, on est en train de nourrir l'Occident de nos propres turpitudes en ayant le sentiment qu'on est des gens sérieux. C'est bien d'être professeur et même agrégé. Vous remettez en cause l'agrégation. Pour dire le droit positif, pour dire le droit positif que je vois, dans ce livre, j'ai un objectif. Je dis, le modèle du droit occidental est un mauvais modèle, puisqu'il s'en tient à un président et à des États qui s'en tiennent à leurs seuls intérêts contre les autres. Est-ce qu'un droit doit le faire? D'abord éthique, sur le plan éthique. Ensuite sur le plan scientifique. Parce que le modèle africain est fondé sur l'ordre de l'univers indépassable. Alors que le modèle occidental est fondé sur la subjectivité d'un peuple historiquement situé. D'ailleurs, il vient même tardivement dans l'expérience de vie humaine. Et il a la prétention de dire le droit pour tous les peuples qu'il a asservis avec l'épée. Quel est ce droit qui marche avec l'épée? Vous voyez, il y a quand même des choses. Vous devez réfléchir. Ça je n'ai pas la prétention d'avoir fait grand-chose. Mais si vous vous en emparez, vous allez vous rendre compte dans tous les domaines. L'Occident ne peut pas rivaliser avec la pensée africaine. C'est notre défaite mentale qui nous le fait croire. Je dois faire l'aveu ici devant les téléspectateurs qu'à la faveur d'un voyage effectué à Yaoundé Douala avec Mbok Basson, nos échanges m'ont amené, moi, à reconfigurer ma propre thèse de doctorat parce qu'effectivement, j'avais trouvé pertinent le fait qu'il faille prendre en compte, qu'il faille intégrer dans nos travaux qui vont servir à la postérité une dimension purement africaine. Parce que souvent, si nous ne pouvons pas résoudre les problèmes des Africains par nos travaux scientifiques, professeurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Cameroun, par exemple, vous avez courageusement, au niveau de l'université, ben ça, il faut vous le reconnaître, une série de travaux, parce qu'il n'y a pas que cet ouvrage, il y en a d'autres avant, et je présume qu'il y en a d'autres qui viendront après. Vous avez même fait des ouvrages incroyables sur la ville de Yaoundé, par exemple. Bien sûr. Où vous nous faites redécouvrir la capitale où nous sommes. Et c'est curieux que souvent, nous connaissons plus Paris de Yaoundé, parce qu'il y a un tas de documents là-dessus, images et autres. Quelqu'un n'a jamais pris l'avion, mais il peut vous dire que les Champs-Élysées, c'est à tel endroit, la Tour Eiffel, c'est à tel endroit, alors qu'il est incapable de vous situer un carrefour important de la ville de Yaoundé ou de Bamako ou d'Abidjan, où il se trouve. Et ça fait vraiment bizarre. Docteur Simodion, sur cette question de l'éducation, de la domestication du savoir. Bon, c'est forcément un levier important. Oui, je rappelle que toi, tu es titulaire d'une thèse de doctorat. Oui, effectivement, ben, ça ne fait pas de moi un érudit, ça fait de moi un chercheur, quelqu'un qui va chercher, qui est qualifié pour chercher, et on verra si je trouverai quelque chose. Donc le savoir, pour moi, le savoir, il y a une école
de l'enveloppement, c'est cette école à laquelle nous sommes habitués jusqu'ici, c'est-à-dire l'école de la récitation. Nous devons répéter ce que les catégories qui viennent d'ailleurs. Et il y a une école. Mais quand vous n'avez pas répété, on vous dit que vous n'êtes pas un bon chercheur, que vous racontez des histoires. Bien sûr, donc à l'intérieur de l'école de l'école de l'enveloppement, vous avez des bons élèves de l'enveloppement, vous avez des mauvais élèves de l'enveloppement. Les mauvais élèves de l'enveloppement, c'est par exemple des personnes qui ont des thèses iconoclastes. Rien ne vous empêche de soutenir une thèse sur un sujet que votre directeur des travaux a jugé politiquement incorrect. Vous prenez le docteur Paul Fokam. Vous savez que sa thèse de doctorat, c'était il soutenait la présence d'une épargne dans les milieux ruraux. Alors, à l'époque, c'était une hérésie sur le plan économique. Parce que la communauté économique soutenait qu'on ne peut pas avoir une épargne dans les milieux pauvres. Il n'y a pas d'épargne là où il y a la pauvreté. Il a soutenu contre vents et marées cette thèse. Et par la suite, il a déroulé cette thèse dans le terrain à travers la création et le parrainage du modèle MC2 qui aujourd'hui compte 116 microbanques au Cameroun et plus de 54 microbanques en Guinée, Conakry et plus dans d'autres pays. Donc l'audace existe, il faut juste s'en emparer et sortir des canevas. Donc il y a l'école de la récitation, qui est l'école de l'enveloppement. Maintenant, il y a une école que ça n'a pas empêché que dans un récent classement Forbes, que son nom figure parmi les Africains les plus riches. Donc le cancre de l'école de l'enveloppement est devenu le pape de l'école du développement. C'est-à-dire qu'il enseigne à l'université Piki Fokam, Institut of Excellence qu'il a créé, qu'il a mis sur pied. Il enseigne l'école du questionnement. Donc il nous apprend à remettre tout ce qui nous tombe dessus comme des catégories acquises, à remettre cela sous le feu de la raison humaine et à décomposer toutes les parties les plus minuscules de ces catégories et à les réinventer, à les mettre dans un processus de réinvention du réel. Donc ce savoir qui est ce savoir nouveau auquel nous sommes invités, parce que c'est le savoir qui apporte le développement, c'est le savoir qui nous permet de découvrir notre potentiel et de développer notre potentiel. Ce savoir du développement, lui, il est associé à un autre paradigme, la confiance en soi. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure, la confiance en soi, ça aussi c'est quelque chose qui est enseigné à l'université Piki Fokam, c'est tout un module, la confiance en soi. C'est un peu rare parce que à l'école, dans l'école de l'enveloppement, on nous enseigne l'instruction, on nous enseigne la science, on nous enseigne les mathématiques, on nous enseigne des disciplines. Mais il y a une modalité pour appliquer ces disciplines qui nous échappe. Et cette modalité, c'est le leadership transformationnel. Et ça, c'est une discipline majeure dans l'école du développement qui doit nous permettre de transformer nos sociétés. Mais ça existe déjà dans l'école américaine, prof, je crois. Bien entendu, c'est un paradigme de l'école, du modèle anglo-saxon qui devrait nous inspirer parce que tout à l'heure, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'en exerçant notre curiosité, nous pouvions emprunter aux autres ce qui peut être instrumentalisé pour nous permettre de développer notre potentiel. Donc, ce sont des paradigmes qui existent et nous sommes en droit de les récupérer et de les mettre sous le feu de notre raisonnement critique. Donc, cette école du développement, qui est l'école du questionnement, doit s'accompagner de la réhabilitation de notre possibilité de faire confiance à nos propres potentialités. Donc, vous savez, un peuple qui n'a pas confiance en lui est exposé à 4 faiblesses au moins. 1, il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas qui il est. Du coup, c'est chacun qui va venir dire tu es ceci, il va répéter. 2, il ne connaît pas son potentiel, il ne connaît pas sa valeur. Chacun va venir en disant tu vas être émergent dans 40 ans. Il va dire oui, je vais être émergent dans 40 ans. Est-ce que vous savez que la Chine ne dit jamais, elle n'a jamais dit qu'elle sera un pays émergent ou bien qu'elle est un pays émergent? Les Occidentaux disent la Chine est un pays émergent. Mais tant mieux pour les Occidentaux. Vous ne verrez jamais la Chine mobiliser l'émergence comme un programme de vision, comme une téléologie économique ou une téléologie... Les Chinois aussi regardent la télé, ils vont dire c'est un amusement, ils s'amusent. Ils disent, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils se prennent? Ils disent que nous sommes émergents. Nous avons 4000 ans d'histoire. Avant Jésus-Christ, nous avons eu 2000 ans
d'histoire. Nous sommes à 1800 années de confucianisme. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes émergents. Nous émergeons où? Nous avons émergé depuis très longtemps. Donc vous ne connaissez pas votre identité, vous ne connaissez pas votre valeur, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Puisque n'importe qui vient en disant vous devez avoir la croissance à 2 chiffres. Et vous mettez dans un document, nous voulons la croissance à 2 chiffres. C'est bien compris, docteur. Alors, dernière chose. J'allais dire, docteur Simon Diop. Il ne faut pas qu'on m'attende avec des haches. Donc, alors, la mobilisation de notre identité, de notre valeur pour obtenir ce que nous voulons, c'est ça la stratégie. Et quelqu'un qui n'est pas confiant en lui ne peut pas faire de la stratégie. Et dans le haut niveau de la stratégie, il y a possibilité d'instrumentaliser même ce qui est une arme contre vous. En tout cas, tout autour de cette table, il n'y a pas un seul, en dehors de moi, qui n'ait pas confiance en lui. Ça se voit quand je vous écoute. Alors Arthur, je présume que Aphrodite s'est aligné à cette philosophie. Promouvoir la littérature africaine. Peut-être que cet ouvrage-ci de Mokbasson aurait pu ou peut être réédité à Aphrodite, par exemple. Oui, déjà, je déplore que j'ai pu laisser un auteur aussi prolifique aller aussi loin l'Aphrodite. Mais j'espère qu'en sortant d'ici, cette erreur sera corrigée. Mais vous allez effectivement le constater, Aphrodite s'est effectivement mise dans la logique de pouvoir servir de véhicule pour la promotion de cette pensée-là, pour la promotion du savoir africain. La promotion de la pensée de renaissance africaine. La pensée africaine. Renaissance, si on veut. Mais vraiment la pensée africaine. Parce que tout ce que vous écoutez là, c'est ce que le jeune Africain doit être capable de savoir. Mais derrière, ils vont beau écrire, le professeur Pondier tout à l'heure, nous regrettons le fait que les décideurs eux-mêmes n'aient pas été capables de commander ces livres en grande quantité. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de mettre le savoir, comme il a dit, dans une boîte noire, ou de matérialiser ce savoir-là, mais il faut également qu'il soit consommé. Tant qu'il ne sera pas consommé, tant que toute cette pensée, toute cette littérature africaine ne sera pas consommée par les Africains, vraiment pour ma part, ce sera du travail à perte. Je peux aller un peu plus loin, parce que si on prend le domaine de l'éducation locale, par exemple au Cameroun, si vous regardez les contenus de l'éducation africaine, je prendrai l'exemple du Cameroun, les principales disciplines ou les principaux éléments qui sont présents dans les livres ne sont en rien tirés dans l'environnement dans lequel on évolue. Donc la finalité voudrait que celui qui l'élève... C'est vrai qu'en fouillant le livre d'un de mes neveux, on présentait la fougère, et puis on a mis, je crois, fougère ou c'est de Panama. Exactement. C'est comme ça, il n'y a pas de fougère au Cameroun. Elle pousse à Douala, elle pousse en Konjok. Mais mettez la fougère de mon atelier, et puis l'enfant de Ngormapoubi ou des Eka, et puis l'enfant saura que c'est la fougère de chez moi, mais quand vous mettez fougère de Panama... Donc c'est ça. Donc pour moi, je pense que il y a vraiment, et ça c'est un combat que nous avons fait l'autre, il y a ce combat véritablement déjà de pouvoir faire matérialiser cette pensée-là, parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui, je pense que beaucoup les téléspectateurs également, mais il est important de pouvoir dématérialiser cette pensée, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dans la tête, on doit pouvoir la traduire, la transcrire dans les livres, et après maintenant travailler à ce que ces livres-là puissent toucher, puissent être diffusés le plus largement possible. Il n'y a que comme ça que nous pourrons garantir que le savoir, la confiance en soi, le travail, pourra atteindre la cible que nous sommes en train de viser. Oui, professeur. Merci beaucoup. À la suite de notre éditeur, je me serais attendu à ce que la Banque africaine de développement, à ce qu'un certain nombre d'organismes qui s'occupent de ces questions veuillent en savoir un peu plus. Sauf si je n'ai pas été informé par eux. Mais je n'ai pas entendu un déferlement important sur ce livre à la hauteur qui était attendue. Et les décideurs politiques non plus. Non plus. Alors ça veut dire que soit nous sommes d'accord qu'il faut investir dans la connaissance. Parce que quand vous regardez les budgets qui sont par ailleurs débloqués dans des pays que nous considérons comme les pays du Nord,
c'est des budgets immenses pour acquérir du savoir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça de manière anodine. Pour moi, la plus grande maladie de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le sida, qui est une maladie dont il faut s'occuper sérieusement. Ce n'est pas la tuberculose, qui aussi mérite des attentions. Ce n'est pas le paludisme, dont on nous a dit qu'il tuait le maximum d'Africains. Pour moi, la plus grande maladie de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance démultiplie toutes les autres maladies. Quand vous êtes ignorant de vous-même, ignorant des autres, eh bien, vous ne pouvez qu'être en très mauvaise posture. J'en appelle aux autorités, j'en appelle aux structures, mais j'en appelle surtout aux individus africains de se constituer des bibliothèques familiales, des bibliothèques communautaires, des bibliothèques municipales, des bibliothèques villageoises, partout où le combat de la connaissance doit être le leitmotiv pour ce siècle qui commence. Si nous sortons de là... La connaissance africaine. La connaissance africaine d'abord, mais aussi la connaissance des autres. Parce que la connaissance africaine en elle-même, ça ne veut rien dire. Nous ne vivons pas en autarcie. L'Afrique est même l'enjeu majeur du XXIe siècle. Si nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes l'enjeu, alors nous sommes en danger. Je suis pour le dialogue des cultures mondiales. Je suis pour la connaissance et l'ouverture des cultures, mais pas à notre détriment. Je suis pour un enrichissement mutuel, mais avec le respect de chaque civilisation, chacune pour l'autre, et non pas pour la domination ou le projet de domination de l'une contre l'autre. Voilà ce que je tenais à dire. C'est d'ailleurs, ce sera votre mot de fin, professeur, cet appel que vous avez lancé. Docteur Simodium, en 30 secondes. Oui, le mot de fin, c'est... Alors, le livre que vous avez présenté en deuxième position, « Et si l'Afrique se réveillait », que j'ai lu, hein, très bon livre. Alors, ceux qui ont lu, comme moi, ont été certainement frappés de ce que l'auteur fait attention aux mots qu'il utilise. Les mots qu'il utilise pèsent considérablement pour qu'il sache quel mot utiliser. Donc, c'est un autre enjeu du développement de l'Afrique par les Africains. Éviter les stigmates, éviter les clichés, éviter les stéréotypes. Bon, c'est des mots que moi-même, j'ai pris l'habitude de ne plus prononcer. Alors, dans cette circonstance, je voudrais quand même rappeler ces mots par lesquels notre confiance en soi est dégradée chaque jour et qui nous empêchent de découvrir notre propre potentiel et de le développer. Il s'agit des expressions telles que le continent noir, l'Afrique noire, le monde noir. Ça, c'est des entreprises linguistiques de dégradation de notre estime de soi. Donc la science du développement doit se débarrasser de ces catégories et présenter l'Africain de la façon la plus améliorative qui soit. Merci beaucoup. Momo Bokbasson. Je vais terminer par ce On attend les publications, la boîte noire. Tu as dit dans quelques mois. Oui, le texte sacré. Le texte sacré. Bien sûr. Je vais prendre la définition pour terminer de l'Afrique. Connaître grand C, au sens où Edgar Morin l'entend, c'est comprendre l'ordre de l'univers et agir en toute connaissance de cause en fonction de cet ordre. Les deux sont importants. L'Occident sait, scientifiquement, il ne connaît pas l'ordre de l'univers et il n'est pas capable d'agir en connaissance de cause. C'est la seule définition de la connaissance qui puisse exister, que l'Afrique, les maîtres de la connaissance ont donné. De toute façon, les écrits sacrés Arthur, vous les publierez. Ça, c'est certain. Nous l'attendons. Les téléspectateurs sont témoins. C'est clair, c'est clair. Connaître l'ordre de l'Afrique et agir... L'ordre de l'univers. L'ordre de l'univers. Et agir conformément à cet ordre. Et agir conformément à cet ordre. Voilà la définition de l'Afrique par ceux qui sont en train de la repenser et de lui constituer un socle scientifique. C'est ça. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à vous, professeur Jean-Manuel Pondy, dont, tout le plaisir était pour moi. Entre autres ouvrages, Repenser le développement à partir de l'Afrique. Cet ouvrage collectif dont vous avez été le directeur des travaux de plus de 500 pages, 22 contributions. Peut-être que maintenant les commandes peuvent être faites. C'est très important. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de passion.
Et ça permet vraiment de comprendre l'Afrique sous plusieurs angles. Et si l'Afrique se réveillait, un ouvrage qui m'a aidé à préparer cette émission également, du docteur Paul Fokam Kamounié, Afrédite, dont le docteur Simodion parlait tout à l'heure, qui donne les clés de réveil de l'Afrique. Et puis, cet ouvrage de systématisation du droit africain, c'est très courageux, c'est audacieux, mais comme il l'a dit lui-même, il montre la voie. Voilà ce qu'il faut faire désormais, que les universités se mettent au travail de l'Afrique pour servir l'Afrique et pour que l'Afrique se développe. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire à Vox Africa et dans Vox Live. Pour une autre problématique, donnons-nous rendez-vous très prochainement.